veut pas faire un rucher école, on s'en fout même de ça. Mais par contre, il y a plein de petites idées qui me viennent, qui peuvent être sympas de continuer à partager. Bon, bah, je disais la dernière fois que j'aimerais bien faire un rucher de fécondation commun. Donc, je suis en train de chercher un terrain pour nous tous, pour qu'on puisse avoir accès à ce rucher de fécondation. Et puis, je me chargerai, moi, de mettre des ruches à mâle sur ce rucher. On met toujours quelque chose de carré. Quelque chose qui va rester dans la lignée du travail que nous, on fait aujourd'hui, pour que vous puissiez profiter tous du travail qu'on fait, mais tout en foutant pas la merde sur mes ruchers, quoi. Vous comprenez, c'est pas... Non mais voilà, je veux faire un truc bien, mais je veux que ça soit un truc bien. Et pour que vous compreniez pourquoi mon travail il est si compliqué, bah, je pense que c'est une bonne méthode. Ça va vous montrer sur le terrain tout ce travail de comptage, tout ce travail de sélection qui est quand même important. Et puis vous allez pouvoir vous imprégner encore un peu plus de ce que je fais moi. Donc ça, j'ai envie de le partager aussi parce que c'est pas je suis incompris. Les gens, les copains que j'ai autour de moi, ils me prennent tous pour un extraterrestre. Mais vous allez voir que en fait, c'est surtout de l'organisation. C'est beaucoup d'organisation. Et ça va être un truc sympa à partager. Vous allez voir, ça va vraiment être un truc chouette à partager. Et donc, je vais trouver un terrain, vous inquiétez pas, j'en ai sûrement déjà trouvé un même. Donc, après, ce qu'il faudra, c'est essayer de filtrer pour qu'on ait toujours quelque chose de bien, bien nickel, quoi. Voilà. Donc, bonjour à tous d'être venus. Merci d'être venus. Aujourd'hui, on va parler des travaux d'avril. Donc, là, le temps qu'il fait, je sais que ça vous inquiète tous. Vous avez tous l'impression que c'est foutu, machin. Mais il faut tous vous remémorer les saisons précédentes. Et en fait, on a toujours un coup de froid en avril. On l'a tous eu. On a tous du miel à figer de colza dans les hausses. Parce que tous les ans, c'est pareil. Tous les ans, entre le 10 et le 20 avril, on a un coup de froid. Donc, vous inquiétez pas. Les abeilles, les colonies, je pense qu'elles étaient belles. Elles s'étaient bien refaites de la dernière fois où on s'était vus, où on avait tous des colonies un peu petites. En toute franchise aujourd'hui, je pense qu'on s'est tous un peu emballés. On a tous été un peu trop vite aux ruches parce qu'on a eu du beau temps et qu'on a tous eu envie d'ouvrir pour regarder ce qu'il en était. Je me suis amusé à regarder mes carnets d'élevage et puis à regarder les années antérieures. Je suis allé en stage en 2017 chez un apiculteur professionnel, ou en 2015, chez un apiculteur professionnel pour la première fois. C'était ma première formation chez un apipro. Et donc cette formation, je l'ai passée du 8 avril au 11 avril. J'avais pas encore ouvert mes ruches ici, j'avais pas fait de visite de printemps. Vous voyez? Et j'ai fait les visites de printemps en revenant le 11 avril, donc ça devait être le 12 ou le 13, et donc et tout allait bien. Il n'y avait pas de problème de rien du tout. Donc je pense qu'on s'est un peu tous emballés et que ce beau temps, il nous a fait tous un peu disjoncter, quoi. Donc je sais qu'on avait tous des colonies petites, mais si vous avez tous un regard comme moi j'ai, les colonies qui étaient petites, alors je ne dis pas les non-valeurs, hein, mais celles qui étaient petites, qui avaient 3-4 de couvain autour du 20 mars, bah aujourd'hui en fait elles sont belles. Et puis elles vont être aptes à récolter sur le colza, parce qu'on sait bien que le colza c'est en gros les 2 dernières semaines où ça miel. Donc à partir du 20 avril, du 15-20 avril, c'est là que ça miel, et c'est là qu'on va faire vraiment des hausses de miel. Bah elles seront prêtes ces colonies-là au 20 avril. Donc il n'y avait pas besoin de trop s'emballer. J'ai lu sur la page qu'il y en avait qui pensaient déjà poser des hausses, voire même qu'en avaient posé. Je pense qu'il faut être conscient que c'est une période compliquée pour les abeilles quand même pour les apiculteurs. Mais quand on voit le temps qu'il fait aujourd'hui, les gens qui auraient posé des hausses, bah, je pense qu'ils vont le regretter. Parce qu'ils vont avoir mis un coup de froid dans leur colonie, et puis elles vont s'être resserrées, ils vont peut-être trouver du couvain sarcophié, ils vont peut-être trouver des mycoses, ils vont peut-être trouver des loques qui vont commencer à apparaître, et tout ça c'est un problème après à se débarrasser. Donc être patient, être prudent, c'est important. Il vaut mieux à la limite, si vous avez un rucher où il y a une ruche, 2 ruches qui sont vraiment trop développées, vous enlevez 2-4 de couvain sans les abeilles, et vous secouez les abeilles dans la ruche, et puis vous renforcez une colonie qui est un peu plus faible avec ce cadre de couvain. Ça va permettre d'équilibrer, de faire les mêmes travaux sur toutes les colonies en même temps. Ça, je pense que c'est plus intéressant de faire ça que de véritablement vouloir absolument mettre des hausses. Même avec un papier journal ou quoi, il faut quand même se mettre à... Alors, il y a des ruches qui sont subdéveloppées. J'ai des ruches avec 8-4 de couvain, 9-4 de couvain, et c'est vrai que c'est beaucoup. Mais ça ne m'inquiète pas forcément plus que ça. Donc là, le mauvais temps, il est arrivé. Alors, on va avoir quand même des travaux importants à faire rapidement.
là, vous allez devoir ouvrir, dès qu'il y aura un coup de soleil, là, dès la semaine prochaine, il faudra ouvrir les ruches et puis bien vérifier qu'il n'y a pas de cellules royales dans les ruches. Parce que là, c'est quand même le risque qu'on va avoir. Après une période de claustration comme ça, les naissances, elles vont avoir continué. Et puis les abeilles, elles ne seront pas mortes. Enfin, les vieilles abeilles, elles ne seront pas mortes, elles seront encore économisées. Donc elles vont vivre encore un peu plus longtemps. Donc vous aurez plus d'abeilles dans la ruche que ce qu'il y aurait dû avoir. Donc là, on a quand même des risques d'essaimage qui vont être importants. Donc là, ça va être le moment de visiter, de casser les cellules pour une première fois. Nous, notre méthodologie aujourd'hui, elle est toujours la même. On ouvre les ruches tous en même temps. Elles sont tous notées, vous le savez bien. Hein. Nous, on fait des notations sur les colonies. Donc, on va venir, toutes les colonies sur lesquelles on va avoir trouvé des cellules royales aujourd'hui, elles vont être notées. On va mettre une croix en mettant cellules royales. Alors, s'il y a beaucoup de cellules royales, genre 20 cellules royales, on va mettre cellules royales plus. Ces colonies-là, 7 jours plus tard, 8 jours plus tard, on va les réouvrir. On va regarder si la pression elle a baissé. Si le fait d'avoir détruit les cellules une première fois, puis d'avoir posé une hausse ou d'avoir remis un cadre, bah ça permet quand même à la colonie d'avoir un peu de place, de peut-être penser à autre chose. On revient une deuxième fois, s'il y a de nouveau des cellules, on va marquer de nouveau qu'il y a des cellules, on va les détruire, on va enlever 2 cadres de couvain et on va faire un essaim avec ces cadres de couvain. Il faut tous faire comme ça, hein. C'est vraiment très intéressant de le faire. Là, nous, on commence l'élevage mardi, donc il y aura des cellules disponibles tous les semaines. Donc il suffit d'appeler, de dire Bruno, voilà, j'ai dû faire un essaim, est-ce que tu n'as pas 3-4 cellules royales? Pour le groupe qui est là, je veux bien vendre des cellules à l'unité. Je ne le ferai pas pour d'autres, je ne le fais pas pour les clients, mais pour le groupe, on peut se débrouiller. Et ensuite, je reviens une troisième fois. Donc j'ai baissé la pression. J'ai cassé les cellules une première fois, je reviens une troisième fois. Si la troisième fois je viens et je trouve des cellules, je cherche la reine, je l'écrase. Parce que de toute façon, elle va essaimer. Donc je vais me retrouver dans la merde trop rapidement. Donc je ne prends plus la tête maintenant. Je vous assure que ça marche très très bien. Je trouve la reine, je l'écrase. Je reviens le lendemain. Moi j'ai des cellules en permanence. Je reviens, je mets une cellule royale. Le temps que la cellule, elle naisse, que la reine elle soit fécondée, tout le couvain qui est dedans, il sera né. Les abeilles, elles ne vont pas s'arrêter de récolter puisqu'il y a une cellule avec une reine qui va arriver. Donc la colonie, elle va continuer à récolter comme si la reine était présente. Vous allez avoir une rupture de ponte. Ça vous permet de récolter votre miel, de faire un traitement acido-oxalique. Du coup, ça baisse encore la pression varroa. La reine, elle n'a pas encore commencé à pondre. Et puis, dès que c'est fini, la reine, elle recommence à pondre. Et puis, vous avez une génération d'abeilles pour la récolte d'après. Vous n'avez pas perdu votre colonie. Vous avez même fait un essaim dessus. Et puis, vous n'avez pas eu d'essaimage. Donc, il n'y a que des avantages à faire cette technique. Je sais que c'est compliqué de trouver des cellules royales, qu'on hésite parce que cette reine-là, l'année dernière, elle m'a fait une super récolte. Mais dites-vous bien, plus l'âge passe, plus la reine, elle prend des années et plus sa propension à l'essaimage, elle va être élevée. Garder des reines plus de 3 ans, c'est là quasi assuré qu'elles vont essaimer. Alors peut-être ici, il y en a que ça ne dérange pas d'avoir des essaimages. Ceux-là, ils ne sont pas concernés par ce que je suis en train de dire. Mais pour tous les autres, notre technique, elle est celle-ci. Et puis véritablement, ça marche vraiment bien. Et de toute façon, on peut considérer qu'une reine qu'on n'a pas réussi à arrêter au bout de la troisième visite, c'est de toute façon une reine non-valeur. Elle ne vaut rien. Elle va transmettre les gènes d'essaimage par les mâles, et puis je vais être emmerdé dans le rucher de fécondation. Donc moi, ça ne m'intéresse pas de les garder. Donc voilà. C'est notre technique. C'est pas une technique, c'est sûr que ça peut paraître extrémiste, mais ça marche. Donc l'année dernière, j'ai eu 6 essaimages sur 400 colonies. Donc on peut Comment? Voilà, tout le monde m'a dit la même chose l'année dernière. Ouais, mais tu te rends pas compte, l'année de merde et tout. On a des essaimages en riz. Bah non, pas moi. Et puis j'ai les copains au téléphone en permanence. J'ai pas d'essaimage. Puis moi, ça m'intéresse pas de récupérer un essaim. Je veux dire, un essaim dans un arbre, c'est à la limite si je le laisse pas, quoi. Hein. J'en ai vraiment rien à foutre. Hein. Donc voilà. Le but pour moi, c'est pas de reproduire des colonies qui n'ont pas les critères qu'on a besoin. Alors je sais que ça peut paraître extrémiste, hein, mais c'est le soin des abeilles que vous allez porter. Vous n'êtes pas au rucher, il y a un essaimage, vous ne pouvez pas récupérer l'essaim il va se promener dans la nature et puis il va aller mourir dans un arbre. Vous croyez que c'est mieux que d'écraser la reine à l'avance? Je ne crois pas moi personnellement. Donc voilà, c'est une technique comme une autre. Voilà, comme je vous disais, des cellules, il y en a disponibles tout le temps. Hein. Elles sont vendues 7,70 €, hein, c'est pas le bout du monde. Donc voilà, ça permet de peut-être combler à un moment Parce qu'on sait bien, l'essaimage, il va s'arrêter rapidement. Nous, en gros, on trouve des cellules jusqu'au 10 mai.
10-15 mai. Bon, l'année dernière, un peu plus, parce que c'était vraiment une année de merde. Mais en gros, jusqu'au 10-15 mai, on trouve des cellules. Bon, bah, ça fait 1 mois et demi à ouvrir les ruches toutes les semaines. C'est quand même du plaisir d'ouvrir une ruche, on va pas se mentir. Des fois, on les ouvre même pour rien, hein, donc les ouvrir pour casser des cellules, ouais, vous allez pas vous foutre de ma gueule, vous le faites tous, hein. Non, mais c'est vrai, ça nous fait plaisir d'aller ouvrir les ruches. Enfin, en tout cas, à moi, ça me fait plaisir. Quand ce sera plus le cas, peut-être ce sera plus difficile, mais aujourd'hui, des fois, j'ouvre des ruches pour rien, hein, tu sais. Je suis dans le rucher, j'en regarde une qui vole bien, hop, tiens, j'y vais, j'y mets un coup d'enfumoir, je l'ouvre, je la regarde, oh, je suis content, comme un con. Je m'en fous. Non, mais ça, c'est mon boulot. Voilà, c'est pas qu'un boulot, quoi. C'est un truc, il faut que ça te plaise. Donc, voilà. N'hésitez pas aussi à faire des petits relevés vous-même. Vous voyez, vous avez une colonie qui est sympa, ça peut vous permettre, parce que peut-être il y en a parmi vous qui ont envie d'apprendre le greffage. Moi, ça ne me dérange pas de leur montrer comment on fait. Et puis, vous pouvez faire de la sélection massale dans votre rucher. Vous avez une ruche qui est un peu meilleure que les autres. Vous avez envie d'essayer de lui faire des filles. Bah, je vous montre comment on greffe. Vous faites une barrette de greffage, vous faites 15 cellules et puis vous avez vos reines à vous. Ça peut être rigolo à faire aussi, quoi. On a tous quelques nucléi ou des ruchettes, voilà, ça peut compenser. Là, ça va être le moment de commencer à élever. On voit qu'il y a des mâles qui émergent, il y a beaucoup de couvains de mâles, c'est la bonne période là. Donc voilà. La sélection massale, c'est simple, hein. Vous avez dans la masse, il y a toujours quelque chose qui se détache de tout ça. Il faut juste être concentré et puis il faut juste être rigoureux. Vous allez venir, il faut être honnête avec vous-même aussi. La sélection massale, c'est aussi ça. C'est pas dire oh, celle-là, elle est un peu con, mais bon, elle m'a fait 2 hausses l'année dernière. Ouais, elle a fait 2 hausses, mais si elle est con, vous n'allez pas la reproduire, sinon ce gène, vous allez le reproduire. Donc, et puis des fois même l'aggraver. Donc essayez de choisir des abeilles. Le premier critère, c'est vraiment la douceur. La douceur, la façon dont le couvain il est rangé. Vous savez bien, hein, on voit. Alors, quand j'étais amateur, il y avait des trucs que j'adorais. J'aimais bien voir des cadres de couvain de là à là, puis de là à là. Parce que c'est top quand tu es amateur, tu te dis, ouais, t'as vu comment elle pond ma reine. Aujourd'hui que je suis professionnel, que je vends beaucoup de rennes, c'est complètement le contraire. Maintenant, j'ai une reine comme ça, je la cherche, hein. Je vous jure que je la cherche, hein. Je la cherche pour la trouver, je l'écrabouille, hein. Dans la minute, hein. Parce que pour nous, il faut beaucoup de miel pour une colonie. Et puis, le moindre coup de froid, le moindre petit truc qui va se passer, si tout est dans la hausse, la colonie, elle meurt de faim. Vous venez récolter, il ne reste plus rien. Donc nous, vous regarderez, de toute façon, tous ceux qui ont des rennes de chez moi, ils le savent. Nous, il y a toujours du miel ici, tout ça, hein. Et puis, il y a juste cette couronne-là, et même sur les cadres centraux, hein. C'est pas juste sur les cadres de rive où il y a du miel. Non, il y a du miel partout. Et ça, c'est bien. C'est une ruche qui n'a pas besoin de toi, quoi. Elle se débrouille, que tu viennes ou que tu viennes pas, elle est cool, quoi. Donc ça, aujourd'hui, c'est vraiment un de nos critères. Donc essayez de détacher dans votre rucher une colonie qui a cette façon de ranger le couvain, cette façon de ranger le miel. Ça, c'est vraiment quelque chose de sympa. Et puis, ça va être drôle aussi à dire ça, mais nous, on cherche aussi des colonies qui ne soient pas exubérantes. Ça veut dire, moi, je viens, si j'ai une ruche qui a 9 cadres de couvain, bah, j'estime que c'est une non-valeur. C'est beaucoup trop, parce que ça va être essaimage obligatoire, quasi obligatoire. Alors, on a des colonies, je vous dirais que j'ai travaillé beaucoup avec des rennes de chez Jos Gut, et on a des rennes de chez Jos qui venaient, elles avaient 10 cadres de couvain, pas de miel, hein, quasiment pas de miel dans le corps. Tu mettais un deuxième corps de 10, donc par-dessus une ruche, on mettait une deuxième ruche, elle refaisait 10 cadres de couvain. C'est des colonies qui arrivaient à faire 20 cadres de couvain et jamais tu voyais une cellule. Un truc de fou. Moi, j'ai vu un coup en oublier une qui était sur 2 éléments. Je n'ai pas fait de photo à cette époque-là. Je suis venu pour la voir à un moment. Elle était couverte d'abeilles. Mais quand je vous dis couverte d'abeilles, on ne voyait même plus les poignées. Des abeilles, une boule d'abeilles, c'était la ruche. J'ai ouvert, j'ai dit, oh, celle-là, elle est prête à essaimer, elle est prête à essaimer. J'ai ouvert, j'ai jamais trouvé une cellule. Cette colonie-là, j'ai pris la reine, je l'ai passée dans une divisible. Donc, vous savez, je travaille aussi avec des hausses en 10 cadres qui sont modifiées. On fait du miel avec ça. C'est mon record aujourd'hui de récolte de miel, c'est cette ruche-là. Et elle a fait des mâles pendant des années. J'ai fait 194 kilos de miel avec cette ruche. Incroyable, hein. C'était une reine de chez Jos. Elle n'a jamais fait une cellule. Par contre, elle faisait 0 réserve. Et cette ruche-là, elle a fini par mourir de faim. Parce qu'en divisible, en fait, elle faisait 10 cadres de couvain, 10 cadres de hausse de couvain. Je lui mettais un deuxième élément.
Elle me refaisait 10 cadres de hausse de couvain. Je mettais la grille à reine, elle mettait du miel, mais il n'y avait toujours pas de miel dans le couvain. Donc à l'automne, j'étais obligé de lui mettre du sirop bidon par bidon pour dire que ça bloquait la ponte, ça empêchait la reine de pondre. Et elle est morte de faim parce que elle n'était pas capable de faire de réserve, quoi. Donc tu vois, il y a toujours un plus et puis un moins. Avoir une colonie qui élève gros, ça veut dire aussi que sa consommation elle est grosse. Donc pensez aussi que quand elle va récolter, il n'y a pas besoin de beaucoup d'abeilles pour faire une belle récolte. Ce qu'il y a besoin, c'est qu'il y ait une colonie qui soit équilibrée. S'il y a trop d'abeilles dans une ruche, en fait, le nectar qu'elles vont rentrer, elles vont le consommer parce qu'il y a beaucoup de monde. Donc, quasi une partie du nectar qui sera rentré sera consommé tout de suite. Et puis, la colonie, au final, elle ne va pas vous faire de miel comme vous auriez pensé. C'est bien d'ouvrir et puis de voir un truc champagne, tu sais, un truc qui sort et tout de partout. C'est super, hein, mais ça ne fait pas de miel. Il y a un équilibre à avoir entre une colonie populeuse et une colonie productive. Et souvent, vous verrez, vous avez des ruches, des fois, il y a 5-6 cadres de couvain, vous dites presque qu'elle est rachitique, puis c'est à elle que vous allez venir rajouter une deuxième hausse en premier. Donc, il n'y a pas de correspondance entre une ruche populeuse et une ruche récolteuse. Bon, parfois, il y a des exceptions, hein, mais on va dire, si vous faites un véritable constat, souvent, ce n'est pas le cas. Donc, voilà, quand on commence à se faire des fiches d'évaluation pour les colonies, c'est vous qui allez choisir les critères qui vous semblent intéressants. Et puis, c'est vous qui allez choisir aussi la façon dont vous allez évaluer les colonies. Moi, j'ai commencé en évaluant mes 30 petites ruches. J'avais 30 ruches, je les évaluais. Et puis, je gardais toujours les meilleurs pour faire les mâles. Puis, j'achetais des reines inséminées sur lesquelles je greffais. Puis, j'ai fait ça tout le temps, jusqu'à temps d'arriver à 200 et puis d'avoir toujours les mêmes critères. Mais en fait, chaque année, comme vous améliorez tout le temps, chaque année, vous passez un cap. Puis, en fait, les bonnes d'il y a 3-4 ans, aujourd'hui, elles seraient médiocres. C'est facile, en fait, à faire. C'est assez facile. Donc, voilà. Donc, voilà, les visites... Là, elles vont être à faire rapidement pour vraiment regarder si vous n'avez pas de cellules dans les colonies. Si vous avez des cellules, vous les détruisez. Vous rouvrez la semaine d'après et puis vous regardez s'il y a de nouveau des cellules. S'il fait beau, vous allez pouvoir poser des hausses. Donc normalement, ça devrait être réglé, hein. Les colonies qui sont populeuses là, elles font des cellules parce qu'elles sont enfermées. Dès que ça va être fini. Il y a aussi souvent un décalage. Si vous voyez qu'il y a des colonies qui font beaucoup de cellules, n'hésitez pas à leur mettre une hausse puis à leur mettre des cadres neufs. Parce que c'est souvent parce qu'il y a beaucoup de cirières aussi dans la colonie. Et c'est ça aussi qui détraque un peu la ruche. Parce que vous savez, l'essaimage, c'est ça, hein. C'est pas seulement la population. C'est aussi la place qui va rester pour pondre, pour la reine. Donc si par exemple, il n'y a pas forcément beaucoup d'abeilles, mais il y a une grosse mielée, elles vont tout remplir avec du pollen et du nectar. Ça va essaimer aussi, parce qu'il n'y a pas de place pour la reine pondre. C'est pour ça qu'il faut poser une hausse. Tout de suite, le miel, il va être monté à l'étage, et puis il va y avoir de la place, puis la reine, elle va plus avoir envie d'essaimer. Il y a aussi un décalage entre le nombre d'abeilles butineuses et le nombre d'abeilles à l'intérieur. Là, on a beaucoup de naissances, puisque c'est le printemps, la reine, elle pond à mort. Donc, les abeilles butineuses, elles sont en train de baisser. Forcément, les vieilles abeilles, elles meurent. Et puis, le début de printemps, il y a moins de couvains quand même que maintenant. Donc, il y a beaucoup d'abeilles qui naissent et du coup, il y a beaucoup de monde dans la ruche. Alors, ça aussi, ça crée un déséquilibre. Donc, il y a beaucoup de cirières. Souvent, on le voit, hein, elles commencent à faire des bâtisses sur la tête des cadres et tout. Ça, c'est un signe souvent que ça va essaimer, hein. Donc, pas hésiter à enlever des cadres de couvain, c'est important. Voilà. Micro. Ah, putain, Christian, t'es pas réactif là, hein. Non mais, dans 4-5 fois, ça ira mieux. On va lui acheter des rollers. Parle. Ouais. Non. Bonjour. C'est bon, tu m'entends? Bonjour, je m'appelle Olivier. Ouais, bonjour. Je disais, il faut aussi faire attention aux cadres de pollen. Parce que là, ça rentrait beaucoup de pollen et pas beaucoup de nectar. D'accord? Donc, vous arrivez dans des ruches, des fois, vous avez 4 cadres de pollen. Il faut faire du ménage, hein. Il faut en enlever parce qu'à un moment donné, il n'y a plus assez de place pour pondre. Et même si tu mets une hausse, elles vont monter le nectar, mais le pollen, il reste en bas, hein, il ne monte pas, hein. Donc, pensez à bien virer les cadres de pollen, les garder de côté. Les mettre au congélateur frais, si vous pouvez. Parce que sinon la teigne, elle va s'amuser dedans. Et quand vous referez des essaims, c'est bien de pouvoir leur mettre des cadres de pollen pour que ça se développe, par exemple. Ou à d'autres périodes de l'année, quand il y a un déficit en pollen, on voit au mois d'août, c'est plus dur. Ces cadres de pollen que tu as gardés, c'est jamais perdu. Ces cadres de pollen, ils vont te servir. Tu les prends, hop, tu les mets au congélateur. Puis quand on a besoin, tu les ressors, tu les mets dans les ruches qui sont un peu faiblardes. Souvent, ça redynamise une colonie parce que le pollen de printemps, il est riche, que le pollen de fin d'été, il l'est un peu moins. Donc, ça redynamise la colonie, ça lui permet de refaire pas mal d'abeilles.
c'est important d'avoir un petit congélateur à la maison qui est voué à ça, c'est pas mal. Ouais, et ne surtout pas les laisser dans les ruches, dans une ruche vide. Tiens, Ah ouais. je vais mettre mes 4 de pollen dans la ruche, je suis peinard, de toute façon, il n'y a pas de teigne, il n'y a pas d'abeilles, il n'y a Tiens, rien. moi, Tu reviens 2 mois après, c'est fini. Il y a plus Ah, 2 rien. mois, un mois, je te montre, il y a Ouais, une enfin, bon, ruchette voilà. là, il y a des trous à travers Ouais, carrément. et voilà, On la voit là. Là, la bah, la dedans, rose, elle est là, bousillée. on voit que les, comment dire, que les teignes, elles ont bouffé la ruche. Elles bouffent le polystyrène, les teignes. Hein, donc Ah ouais, attention. sans problème. Quelle saleté. Ouais, je vais le prendre parce qu'il n'est pas très réactif, notre ami Christian. Non, je rigole. Et donc voilà. Donc faites des essaims aussi, c'est bien. Hein, vous allez augmenter un peu votre cheptel. C'est toujours sympa d'avoir quelques essaims de plus. Et pour faire un essaim, il n'y a pas besoin. Souvent, j'entends, on me pose la question, est-ce que c'est le temps des divisions? J'aime pas ce mot division. Parce que division, ça veut dire couper en deux. J'arrive pas à comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on coupe encore une colonie en deux pour faire des essaims. Ça paraît complètement aberrant. Tu viens, tu prends 2 cadres de couvain seulement, et puis un cadre de miel, tu as enlevé 3 cadres, ça baisse déjà fort la pression dans la ruche. Hein. 3 cadres, tu prends pas la reine avec, hein, bien sûr. Tu mets ça dans une ruchette avec une petite partition chaude, et puis hop, tu remets 3 cadres dans ta ruche souche, et puis bah, le temps qu'elle bâtisse les 3 cadres, que la reine elle les réponde et puis qu'elle les remplisse, bah, la pression de l'essaimage elle a baissé. Et puis bah, toi, tu as un petit essaim à côté, c'est sympa aussi. Voilà. Et... Oh, micro! Merci. Oui, donc tu mets du couvain avec les abeilles? Oui. On est bien d'accord. Et il faut bien prendre garde qu'il y ait du couvain fermé, du couvain ouvert. Parce qu'il va falloir une génération pour aider la reine à arriver à maturité. Donc il faut du couvain fermé. Et puis il faut aussi du couvain ouvert pour que les abeilles aient pu s'élever. Si tu ne mets pas une cellule naturelle dedans, enfin une cellule à toi dedans, il faudra qu'il y ait une cellule naturelle qui naisse. Donc un cadre de couvain ouvert et fermé, ou un cadre de couvain fermé, un cadre de couvain ouvert, avec les abeilles qui le couvrent, sans la reine, un cadre de bouffe, et puis voilà, ça suffit. D'accord. Donc concrètement, en fait, tu enlèves ton cadre avec tes abeilles, Oui. et puis tu vérifies qu'il n'y a pas la reine, Oui, et tu le mets à côté. voilà, tout simplement. D'accord, ok. Tu déplaces. Après, oui, il faut déplacer les seins de 3 km au moins. C'est ça, il y a cette règle des 3 km. Bah, alors moi, je ne le fais pas parce que je suis un peu feignant. Oui, c'est ça. Non, ça peut poser problème, oui, parce que en fait, si tu n'es pas capable de catégoriser les abeilles que tu as sur les cadres, ça veut dire de dire je vais prendre beaucoup de jeunes abeilles. Nous, en fait, on ne fait pas comme toi tu vas faire. Nous, on va prendre un cadre de couvain, un cadre de bouffe et faire un essaim dans des ruchettes polystyrène. Et puis, on va prendre un cadre d'abeilles jeunes, donc sur du couvain ouvert, et puis on va le secouer dans la ruche. Je sais que le cadre que j'ai secoué, c'est que des jeunes abeilles, elles ne vont pas déserter. Donc, je remets le cadre, et puis la ruchette, je la prends, puis je la mets à 20 mètres de là. Toutes les butineuses, elles vont retourner dans la souche, mais moi, je m'en fous, puisqu'il y a un cadre de bouffe dans la ruche, dans la ruchette que je viens de former, elles n'ont pas besoin de ça. Et puis, il y aura un peu moins d'abeilles, mais il y aura toujours pas assez de jeunes abeilles. Donc, nous, c'est juste qu'on ne veut pas gaspiller les abeilles, tu vois. On part toujours du principe qu'on doit faire du miel, que mes abeilles sont peu essaimeuses, et du coup, je n'ai pas besoin d'avoir faire une telle chute dans la colonie. Donc les butineuses, elles peuvent retourner dans la souche, ça ne me gêne pas forcément beaucoup. D'accord. Et j'ai une deuxième question. Tout à l'heure, tu parlais de cellules royales. Donc tu vends des cellules royales. Comment tu les mets en place? Attends, je vais te prendre une fausse. Ouais, faut que tu le plantes sur le cadre, mais c'est tranquille. Ça va, tu entends bien là, mon doux? Ah oui. D'accord. Forcément, ils me font chercher dans le bordel. Ah, attends. Ok. Donc voilà, donc donc là, ça c'est le porte-cupule. Tu as la cellule qui est ici. Donc tu prends le cadre et puis en fait tu le plantes dessus, puis voilà, c'est fini. Ok. Tout simplement. Alors, tu as ton cadre de couvain, il faut mieux le mettre au-dessus du cadre de couvain. D'accord. Et puis alors nous on met des protections, mais peut-être ça on fera début mai, parce que pour moi là c'est vraiment le début de l'élevage. Pour vous ça va pas être encore la bonne période. On va dire que début mai ce sera la bonne période pour élever. Ça peut être intéressant de savoir comment faire, mais c'est simple. Hein. Tu vois il y a un petit... Bah toi oui parce que tu es en ville, mais pour beaucoup de ruchers c'est pas encore assez tôt pour faire des essaims. Il n'y a pas assez de mâles déjà. Toi si toi. Attends, je vais te donner. Donc, vous connaissez tous le cycle. Ouais, en fait,
Ouais, c'est ça. Parce que là, moi, je commence à avoir des mâles dans mes Ouais, ruches. ouais. Ils sont pas matures. Suffisamment. Non. En À fait, partir de quand alors? il faut à peu près 20 jours. Entre le moment où il naît et le moment où il est fécond, il faut à peu près 20 jours. Donc si je te donne mon calendrier à moi, Tu as un truc mi-avril, normalement, tu peux voilà, commencer à vers le avoir 20, vers le 20. vers le 20. C'est vraiment la date, c'est vers le 20. Moi, je greffe tous les ans à la même période. Le premier mardi du mois d'avril, c'est mon jour de greffage. Mon premier jour de greffage de l'année. Nous, on greffe tous les 3 jours. 150 cupules en moyenne tous les 3 jours. Alors, ça peut aller jusqu'à 450 cupules par greffage. Parce que j'ai des commandes de reines, beaucoup de commandes de cellules. Et puis, nous, on remplit. En fait, j'ai X nucléides fécondation. Il faut 21 jours pour remplir toutes mes nucléides fécondation. Donc, ça fait 7 remplissages. Je ne vous ai pas perdu, c'est bon ? Donc, on fait un remplissage de nucléides tous les 3 jours. On en remplit entre 150 et 250 par jour. Donc, c'est les nucléides, c'est les mini-plus que vous avez derrière vous. On en remplit entre 150 et 250 par jour. Parce que après, nous, on vend 150 reines par semaine. Donc, on fait 7 séries. On arrive à 21 jours. Les premières reines que j'ai insérées dans les cellules, elles sont bonnes à vendre et on recommence sans cesse. Voilà. Donc au début, on fait beaucoup de nucléides fécondation, enfin beaucoup de cellules, parce qu'on fait des essaims, on a les cellules à la vente, tous les copains professionnels comme moi qui ont besoin de cellules pour faire des essaims. Et puis, et en plus, on remplit nos nucléides fécondation. Donc voilà. Donc on fait, on va dire en moyenne, entre 450 et 800 cellules par semaine. Oui, c'est beaucoup, mais bon, c'est mon boulot. Il faut que je mange, moi, les copains. Moi, j'ai encore une question. Vous avez vu ? J'ai encore une question. Tu vois que moi, j'ai un petit rucher. J'en ai 3 là où j'ai plus de reines. Du coup, par rapport à ça, il vaut mieux. Enfin, il aurait fallu que je prévoie des reines d'hiver. Il aurait fallu que je prévoie des reines de sauvegarde, qui auraient pu me servir. Ou finalement, ça peut quand même attendre le fait de les faire et de. Non, il vaut mieux avoir. T'as plus de couvain dedans ? Non, j'ai plus de couvain. Du coup, je sais pas, la reine est morte dans les. Ouais, il y a eu beaucoup ça. On a fait ce constat, nous, où on a beaucoup de reines, de ruches qui sont orphelines. Alors, on a des ruches qui sont orphelines où il n'y a plus de couvain. On trouve une vierge dedans. Tu regarderas, mais à mon avis, tu as une vierge dedans. Parce que c'est pas possible que les abeilles restent comme ça sans reine. Tu vois, ou alors quand tu ouvres, c'est un concert, quoi. Il y a un. Alors, il y a 2 solutions. Tu peux utiliser une méthode simple. Tu prends un cadre de couvain dans une ruche forte, avec des œufs. Tu le mets dedans, ça va permettre de faire elles vont faire une cellule royale naturelle. Et puis, ça va, le temps qu'elle fasse la cellule, que la reine elle soit apte à être fécondée, les premiers mâles, ils seront bons. Donc ça, c'est une bonne façon. Il faut garder les abeilles qu'il y a dessus, sur le cadre, parce que comme ça va donner une génération supplémentaire. Parce que là, les abeilles que tu as dessus, c'est des vieilles abeilles de l'an dernier. Tu en as conscience. Donc, et oui, hiverner quelques reines, c'est toujours intéressant. Comme on disait, il faut trouver le bon format quand on est amateur. Parce qu'il y a des formats qui sont compliqués à hiverner. La Mini Plus, c'est très compliqué à hiverner. Il faut vraiment une méthodologie très, très pointue pour réussir à les hiverner. Si je devais vous conseiller un format d'hivernage, ce serait des O7 6 cadres. Donc, vous voyez, c'est le format qui est là-bas. Thomas, tu peux m'en donner une, s'il te plaît, Loulou ? Tu vois, tu en as une derrière, regarde. Tu en as des complètes. Non, derrière, complètement derrière, regarde. Là, prends une nuque complète, voilà. Excuse-moi, Loulou. Voilà. Donc, ça peut paraître un peu petit, mais c'est quand même un petit peu plus grand que les Mini Plus. Donc là-dedans, vous pouvez hiverner une reine. Nous, on en hiverne, on en a 70 comme ça. On en hiverne une 50aine là-dedans. C'est très facile de réunir aussi. Parce que quand tu as une colonie qui est orpheline au printemps, ou même si tu as des colonies qui sont très développées au printemps, c'est très facile de réunir avec ça. Vous avez la colonie qui va avoir hiverné là-dedans, elle est sur 6 cadres. Vous enlevez juste le fond. J'ai pas de l'F4, bien sûr. S'il y en a un là. Donc... vous enlevez le fond, vous avez votre ruchette, ou même une ruche, ça marche aussi. Vous mettez un papier journal, vous mettez la colonie par-dessus, celle qui est en dessous, elle est orpheline, elles vont se réunir progressivement, tranquillement toutes les deux, et puis voilà, vous avez sauvé votre essaim. Ça, c'est pas mal. Et ça hiverne vraiment bien. Non, je ne le transfère pas, je le laisse comme il est là. Comme je viens de te montrer, je mets un papier journal entre les deux. Mini Plus, ça passe pas l'hiver. Oui, tu peux. Oui, tu peux, mais ce qui est compliqué, c'est que ça, je le fais avec des cadres de hausse. C'est plus facile pour les amorcer.
Parce que là, tes cadres de mini plus, si tu n'as pas déjà des mini plus, tu vas être très emmerdé pour les amorcer. Amorcer des cadres de hausse, c'est très facile. Tu enlèves la grille à renne, tu mets une hausse au-dessus de ta ruche, elles vont pondre dedans. Dès qu'elle a pondu, hop, tu mets dedans, et voilà, tu as une nucléi. C'est hyper facile. Il n'y a pas besoin de se prendre la tête, à se casser la tête, à prendre des cadres emboîtables, les emboîter. Quand tu les enlèves, tu écrases les abeilles. Les mini plus, c'est bien pour les professionnels, mais pour les amateurs, ça ne sert à rien. Je vais même vous dire, c'est très dur à hiverner, vous verrez. Ça consomme plus que ce que ça vous coûte. Nous, on a calculé, une mini plus consomme 2 pains de candy. Donc ça fait beaucoup d'argent. Hein. Et puis, c'est sûr que pour vous, ça peut sembler rien. Mais quand nous, on en hiverne 100, ça veut dire qu'il y a 200 pains de candy rien que pour les mini plus. Pour une reine. Et la reine, moi, je ne les vends pas. C'est des reines que je garde pour faire des essaims au printemps, que je garde pour faire des cadres de couvain aussi. Nous, on les hiverne sur 2-3 éléments. 2 éléments, c'est en général. Que ça, ça hiverne très bien. Avec un pain de candy, ça hiverne très bien. Si vous avez fait le travail à l'automne avec un petit peu de sirop, vous avez une colonie qui est vraiment top. Et puis, quand vous faites vos essaims très tôt au printemps, vous avez tout le temps une reine dedans. Donc, vous allez même en récolter une en saison pour vous faire un petit essaim et puis hiverner la deuxième. Donc, c'est vraiment le bon format. Et puis, ça coûte moins cher qu'une mini plus. C'est plus durable dans le temps aussi parce que c'est du bois. Donc, si vous avez des nucléis à vous acheter pour vous, n'achetez pas des mini plus. C'est pas que... Moi, j'utilise 450 ou 550 nucléis mini plus. Donc, vous voyez, mais regardez où elles sont, mes mini plus. C'est bien parce que ça hiverne pas bien. Je suis pas fou. Hein. Elles sont sur 5 cadres 6 cadres. C'est des O7 6 cadres. Donc, c'est des O7 de ruchette, 6 cadres. Vous mettez un plancher de ruchette dessus. Et puis, un isolant. Alors, moi, je mets un nourrisseur. On met des nourrisseurs cadres. Parce que quand elles sont sur 5 cadres, ça va bien. Et puis vous savez, vous avez un cadre qui est un peu figé de miel. Vous le mettez dedans pour l'hivernage, ça va vraiment bien. Ça, c'est quand même mieux que les mini plus. Par contre, faut pas faire comme moi. Ah oui. Faut pas oublier de traiter à l'acide oxalique. Non. Ouais. Moi, j'ai pas traité sur 2-3. Même pas avec des bandelettes à pivard. Non, rien du tout. Ah ouais, mais si tu traites pas du tout. De toute façon, aujourd'hui, il y a. Et là, j'ai vu que. Il y a un il y avait effondrement. du miel et puis elle était morte. C'est un oubli. J'oublierai plus la Donc voilà, dites-vous, ça coûte pas très cher. C'est standard aussi. Vous avez une ruchette bois. Est-ce que tu peux me donner une petite ruchette bois, s'il te plaît? Tu hivernes sur un élément? Oui, tu peux l'hiverner sur 2 si tu as envie, mais il n'y a pas d'intérêt à ça. Tu l'hivernes sur un élément, bien isolé, ça va bien. Vous voyez, vous avez des ruchettes 6 cadres. Bon, au printemps, on disait tout à l'heure, vous avez des ruchettes qui sont fortes. Bon, tu en as hiverné 5 comme ça. Tu en as besoin d'une parce que tu as une colonie qui pétarade. Et avec les 4 autres, ce n'est pas des ruches perdues. La colonie, elle est développée. Tu prends 2 cadres de couvain, un cadre de miel, comme on a dit tout à l'heure. Tu mets une cire gaufrée de chaque côté, une partition chaude. Tu prends ta nucléide de fécondation qu'a hiverné, un papier journal, hop, tu la réunis. Là, tu as une reine qui est en ponte. La colonie, elle va se réunir tranquillement. Hop, tu as un essaim de plus. Et facilement. Et puis ça n'a rien coûté. Je sais que souvent les mini plus, c'est le format que les amateurs ils achètent parce qu'ils voient tous les professionnels avec ça. Mais au final, ce n'est pas un bon format. Je vous le dis, il faut une très grande technicité pour tenir des mini plus. Nous, on arrive à les hiverner, mais si vous saviez combien j'en ai perdu avant de réussir à y arriver, c'est très dur les mini plus. Et même je l'ai dit, Olivier, il a voulu absolument en faire cette année. Je lui avais dit que ça ne marcherait pas. Je te l'avais dit que ça serait dur. Voilà, sur 30. Donc nous, on a fait la même chose, mais avec une rainure sur le côté de oui, j'en ai aussi. Et tu peux mettre les cadres de mini plus comme les cadres de oui, mais 6 alors, cadres. oui, c'est vrai. Mais je te dis pourquoi je préfère comme ça, dans ce sens-là. Parce que si tu regardes la forme de l'essaim à l'hivernage, il est comme ça. Dans cette ruche-là, il va être comme ça, on est d'accord. Quand tu le fais sur des cadres de mini plus, les cadres de mini plus sont dans l'autre sens. Donc tu as plus de cloison entre les abeilles. Donc au final, elles hivernent moins. Et puis en plus, ici, c'est quand même moins large que sur une ruche. Donc quand tu fais avec des cadres de mini plus qui sont dans l'autre sens, il y a plus de froid qui va contraindre la colonie. Et donc tu as quand même plus de mortalité avec des cadres dans l'autre sens.
Et d'ailleurs, moi, donc on a des mini plus, on a des O7, derrière toi, tu en as, hein, des O7 avec la rainure dans l'autre sens. Tu vois, et ces O7 avec la rainure dans l'autre sens, moi je les hiverne parce qu'on réunit les mini plus à l'automne. On a 550 mini plus, on n'en garde que 100. Les 450 autres, on récolte les reines et puis on les vend. Mais les cadres de couvain, je ne les perds pas. Donc je les mets dans ces O7 en cadron comme ça. Mais par contre, je leur mets toujours une O7 comme ça, par-dessus, avec des cadres de miel. Je mets 6 cadres de miel. Et puis ça me permet, et tu peux y aller au printemps, elle est toujours dans celle-ci. Parce que la reine, elle préfère pondre sur des grands cadres que sur des petits. Donc c'est des petits trucs, tu vois, qui vraiment, ça change vraiment la vie. Vous allez essayer et vous me direz des nouvelles, mais moi je suis sûr et certain que vous préférez ce format-là au mini plus. Alors c'est un peu plus chiant à visiter parce que c'est un peu plus gros, mais vous avez plus de temps qu'un professionnel. Et puis vous, le but, c'est d'avoir 4-5 reines sous la main pour au printemps d'après. Ce format-là, il est bien pour ça. C'est bon, j'ai répondu là? Je commence à être bon. Hein. Je le fais même pas exprès en prime. Mais donc on parlait de l'hivernage. Donc là, on a dit l'élevage. Bah, si vous devez élever, vous essayez d'élever dans un format qui soit adapté à ce que vous êtes capable d'hiverner. Ce qui est bien aussi avec ce format-là, c'est qu'avec un petit pain de candy, bah, ça suffit souvent pour l'hivernage. Il faut les hiverner quand même assez gros. Il ne faut pas oublier de les traiter, comme disait Eric. Moi, je mets une languette à pivard. Hein. Alors, on va me dire, ouais, mais ça ne fait pas le format et tout. Je ne vais pas commencer à couper des languettes en deux. On n'en finit plus après. Donc, c'est sûr que c'est peut-être un petit peu surdosé, mais ça va bien. Une languette à pivard, vous avez une colonie qui est bien traitée, qui va bien passer l'hiver. Si elle a des réserves, ça va bien, quoi. Donc, voilà. Donc voilà, les thèmes d'aujourd'hui, c'était ça. Il y a la pose des hausses, mais bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous dire quand poser des hausses. Hein. Vous voyez bien, quand il y a du monde dans la ruche, on pose une hausse, quoi. Les divisions, bon, bah voilà, on l'a dit. Hein, moi, je n'aime pas ce terme division. Je préfère le terme de essaim. On fait un essaim, on baisse la pression dans la colonie. Vous pouvez faire ça plusieurs fois dans la saison. Si vous faites une division basique en coupant en deux, vous en ferez qu'une, quoi. Et puis en plus, la reine, elle est plus difficile à accepter sur 5 cadres que sur 2 cadres de couvain. Ça paraît normal. Hein. Donc ça, c'est pas mal. Puis vous ne perdez pas la récolte non plus, quoi. Par contre, quand tu fais un essaim et qu'il y a un cadre de couvain avec des cellules... Micro! Putain, faut tout leur... Par contre, quand tu as dans une colonie des cadres avec des cellules, si tu prends un cadre de couvain avec des cellules pour faire ton essaim, tu as déjà les reines. Enfin, pas les reines, mais... Ouais, alors voilà. Donc on disait, si tu viens 3 fois, tu écrases la reine. Donc on est d'accord que le gène d'essaimage, il vient de la reine. Donc si tu prends un cadre de couvain avec les cellules royales dessus, que tu dis je vais garder cette reine-là, bah, tu vas reproduire le gène d'essaimage, on est d'accord. Ce gène d'essaimage, c'est celui que tu veux te débarrasser, tu vas faire un essaim avec un cadre qui a des cellules royales. Donc c'est un non-sens. Si tu enlèves un cadre de couvain parce qu'il y a des cellules royales, détruis les cellules royales, mets une cellule d'une autre ruche. Tu peux même, si tu as une bonne ruche qui ne fait pas de cellules, tu peux découper un petit cadre de couvain et puis le mettre dans la ruche en question. Elles vont élever sur ce cadre-là, et puis tu auras une colonie qui sera belle. Si tu n'as pas le temps de venir chercher des cellules, ou que c'est pas... Tu peux même mixer, hein, vous savez. Vous avez 5 ruches. Il y en a une qui est sur 9 cadres, une qui est sur 8, une qui est sur 7. Tu prends un cadre de la 9, tu mets dans celle de 8. La fois d'après, bah, elles sont tous sur 9. Bah, tu prends un cadre de chaque, tu descends tout à 8, puis tu fais un essaim avec les 3 cadres. Tu vois, tu n'as pas besoin de prendre 2 cadres forcément sur la même colonie. Le but, c'est quand même de faire du miel. Si tu descends trop la colonie, bah, elle ne va pas faire de miel. Tu les mouilles pour les mélanger? Non, je m'en bats les couilles de ça, moi je fais pas ça. Non, j'ai des bucques-face, moi. Je les mouille pas. Je mets pas d'huile essentielle de crotte de nez. Je mets pas d'acide formique. Moi, je fais un essaim. Je le ramène au rucher avant d'y mettre la cellule royale. Je mets un coup d'acide oxalique dans du sirop. Voilà, j'ai mis un petit coup sur ma colonie. J'ai affaibli le varroa qui est dedans. Il y en a toujours, vous allez me dire, dans le couvain. Bah oui, bien sûr, il y en a toujours. Mais tout ce que j'ai déjà éliminé, je l'ai éliminé. Dès que tu as baissé la pression, bah, c'est quand même mieux. Quand je mets des cellules royales, que je sais que ça va mettre du temps, par exemple, moi je fais des essaims avec des cellules de 3 jours, bah, je mets une languette à pivard. Parce que bah, moi, j'aime pas le varroa, c'est mon ennemi. C'est notre ennemi à tous. Donc plus tu le traites, plus tu le fais baisser, moins tu es emmerdé. Ah, voilà la chef, putain, je peux plus dire de conneries. Là, Comment ça, vous n'êtes pas
T'es filmé, hein. Ah, une question? Non, une réponse? Non, pas vraiment une question. En fait, on parlait de la sélection tout à l'heure, où tu disais justement faire des essaims sur des cellules naturelles. Donc tu vas reproduire le gène. Mais je pense que tous autant que vous êtes, on récupère tous des essaims des fois pour dépanner ou parce que ça fait plaisir de récupérer un essaim. C'est bien. On récupère un essaim, ça fait un essaim. Mais n'oubliez pas que c'est un essaim qui est issu d'un essaimage. Vous ne contrôlez pas la génétique, donc vous ne savez pas si ça va être cool, pas cool, si ça va... Voilà, donc le truc à faire quand on récupère un essaim, ce que disait Bruno, un traitement anti-varroa, prenez celui que vous voulez, hein, parce que vous ne savez pas d'où vient la colonie, vous ne savez pas si c'est une colonie naturelle, si c'est du VSH, si c'est pas du VSH, si c'est blindé de varroa et compagnie. En général, quand on récupère un essaim, la reine est rarement marquée de 2 couleurs, c'est vraiment une F0. Hein. Donc, ces sont clippés. Voilà, oui, bon, on ne sait jamais. Elles peuvent voler quand même, c'est des F0, elles sont fortes. Donc pensez à faire traitement varroa et pensez aussi à écraser la reine et à mettre une cellule à la place, quoi. Comme ça, vous repartez sur votre génétique. Ou si vous n'avez pas de cellules, vous prenez, comme disait Bruno, un cadre de couvain d'à côté, que vous remettez là-dedans avant que la reine ponde, etc. etc. Par contre, n'hésitez pas, alors ce qu'il dit, c'est exactement ce qu'il faut faire. N'hésitez pas aussi à laisser un peu pondre la reine. La reine, elle va commencer à pondre, ça va maintenir la colonie, la laisser dans la ruche. Au bout de 3 semaines, quand la reine elle a pondu 3 cadres de couvain, on trouve la reine, on l'écrase, on attend une journée, hop, on met une cellule. Et là, vous avez une colonie toute neuve que vous allez pouvoir garder. Il faudra 60 jours pour que la génétique elle ait changé, que les abeilles qui sont dedans, ça soit les abeilles de la reine. Et puis, une fois ces 60 jours passés, vous vous retrouvez avec une colonie pour vous, quoi. Alors, c'est pour ça que récupérer des essaims, c'est bien. Mais comme beaucoup de trucs en apiculture, il faut avoir une méthodologie. Vous devez faire les choses correctement. Et faire les choses correctement, ça veut dire ne pas reproduire les gènes d'essaimage. Tout simplement. Et à savoir que faire un essaim dans son rucher en prenant des cadres de couvain et les mettre dans une ruche, ça prend 2 minutes. Aller récupérer un essaim, ça prend 15 km. 2 heures. 2 heures, 15 km. Bon voilà, c'est quand même plus long. Ouais. Un petit truc, Bruno, après je te laisse la parole. J'ai pas bien compris, je me mets à la place un peu tout le monde. Hein. Tu as parlé d'équilibrage tout à l'heure, mais tu n'as pas trop détaillé comment tu faisais l'équilibrage. Si tu pouvais nous dire un peu comment tu fais, ça peut être sympa. C'est vrai que l'équilibrage, c'est quelque chose que... Alors, il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre, il y en a qui vont te dire que l'équilibrage, c'est pas intéressant parce qu'une colonie mauvaise, elle restera mauvaise. Moi, je vais vous dire autrement. Parfois, une colonie, la reine est excellente. Moi, j'ai pas de mauvaise reine. Donc, je sais que la reine qui est dans la colonie, elle est bonne. Mais parfois, il n'y a plus assez d'abeilles. Donc la colonie, elle a du mal à se développer. On le voit, la reine, elle fait un couvain super bien serré, mais elle n'arrive pas à se développer parce qu'il n'y a pas assez d'abeilles pour couvrir plus de couvains. Et j'hésite pas, cette colonie-là, je vais prendre un cadre de couvain dans une ruche qui est trop forte, je vais secouer toutes les abeilles, alors je vais prendre du couvain naissant. Quand je vois des abeilles qui commencent à naître, c'est ce couvain-là que je vais prendre en priorité. Je ne vais pas hésiter aussi à prendre un cadre qui n'est pas un cadre central où il n'y a pas le plus de couvain. Parce que si elle n'arrive pas à chauffer plus de couvain dans sa ruche, si je lui mets un cadre plus grand, elle n'arrivera pas non plus à le chauffer. Donc on prend un cadre qui correspond à, on va dire, une main et demie de couvain. C'est comme ça qu'on calcule les cadres de couvain. Quand je lis 5-6 cadres de couvain, ça veut dire, s'il y a 6 cadres de couvain, c'est 6 cadres de couvain avec 4 mains. Ça commence à faire des colonies. Hein. Donc... on prend un cadre de couvain un peu plus gros que ce qu'il y a dans la ruche, avec du couvain naissant, du miel, et puis on va le mettre central, au milieu, sans les abeilles. Il faut bien secouer toutes les abeilles, parce que sinon ça va être la guerre dans la ruche, et puis elles vont peut-être même tuer la reine qui est présente. Donc on ne fait pas ça. On peut aussi prendre les cadres de couvain avec les abeilles. Dans ce cas-là, on va trouver notre reine, on va l'encager, et puis on va mettre le cadre de couvain, et puis remettre la reine. Mais il ne faut pas hésiter, c'est vous faire des partitions chaudes. Ouais, ça pour moi c'est primordial. Les partitions chaudes, je suis un fervent de la partition chaude. Je pense que ça c'est l'outil indispensable de l'apiculteur. Une ruche qui est un peu petite, on ne peut pas la laisser sur 10 cadres. Vous voyez pas la surface que ça fait à chauffer? C'est comme si vous chauffiez une maison avec un petit radiateur électrique, c'est pas possible. Donc on resserre tout le monde, on la met sur 3 cadres. On met le cadre central qu'on vient de récolter, une partition d'un côté, 2 cadres de couvain qu'elle va avoir, et puis toutes les abeilles. Et puis on lui met un petit pain de candy, même un peu de pâte protéinée pour lui éviter de sortir.
En fait, ce qu'il faut, c'est d'économiser la colonie. Si vous lui mettez un petit peu de sirop, un petit peu de candy, bah, elle n'aura pas besoin de sortir pour aller butiner. Et du coup, elles resteront dedans pour chauffer le couvain. Et puis, vous allez voir que cette colonie, 2 semaines plus tard, elle est méconnaissable. Vous pouvez même recommencer encore une fois. Vous reprenez un cadre de couvain un peu plus gros, hop, vous remettez un cadre de couvain dedans. L'équilibrage, c'est ça. C'est pas dire, oh bah celle-là, elle est petite, c'est une non-valeur. Non, elle est petite, elle a peut-être besoin d'aide. Parce que avoir une colonie en plus pour récolter, bah, c'est quand même sympa. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à équilibrer les ruches. Ça permet aussi à celles qui sont grosses de ne pas avoir à essaimer. Parce que ces cadres de couvain, ils ne sont pas perdus du coup. Donc voilà. L'équilibrage, c'est intéressant. Alors, je vais vous dire, une merde, ça restera une merde. Hein. Vous allez faire de l'équilibrage sur une daube, genre sur un essaim attrapé, où la reine, elle a déjà 3 ans, et puis qu'elle pond déjà tout mitraillé. Il n'y a rien à faire, cette colonie-là, c'est une merde, ça restera une merde. Mais si vous savez que la reine est bonne, que vous avez confiance en elle, bah, il ne faut pas hésiter à remettre un cadre de couvain. Voilà. Tranquille, se marre. Non, je pense pas. Je pense qu'ils sont très concentrés. Je suis pas rentré dans la technique en plus, c'est normal. Non, mais bon bah, faut essayer de sauver tout ce qu'on peut au printemps. C'est bien. Hein, parfois, on est à 2-3 ruches près, on n'aimerait pas les perdre. Vous avez tous de l'affection pour vos rennes. Bon, nous un peu moins parce que c'est sûr qu'avec la quantité, on est un peu moins regardant. Mais quand on n'a que 10 ruches ou même 5 ruches, on essaie toujours de garder tout ce qu'on peut garder. Donc, faut pas hésiter à le faire. Si vous avez l'impression que ça vous fait plaisir, il faut le faire. Après, il ne faut pas tenir sous perfusion un truc qui est tout pourri, quoi. Hein. Si tu gardes une ruche toute l'année sans sirop... Oh bah non. Bah, nous, on n'est pas trop... vous savez, si elle a passé le mois d'avril et qu'au mois d'avril, elle est tout... Enfin, on va dire même le 20 avril, la reine, elle est toujours pas repartie, machin. En général, je la trouve, je l'écrabouille et puis je remets une cellule dedans parce qu'elle ne fera jamais rien. Hein. La sélection à 2 doigts. Ouais, c'est ça. C'est le frère Adam. Je le répète à chaque fois parce que ça a été un mantra pour moi. Voilà, le pouce et l'index, c'est le meilleur moyen de sélection que l'apiculteur ait jamais eu. C'est mon mantra, moi. Me dire, sélectionner, c'est choisir. Les associations de défense des abeilles qui sont contre. Je m'en bats les couilles, moi. Ça peut arriver que je mette une partition chaude. C'est toi qui vas décider. Si par exemple... Donc oui, on peut mettre une partition chaude dans une EO7. En fait, c'est toi qui vas le décider, ça. Moi, je ne le fais pas. Je préfère prendre un cadre de miel que j'ai à moi. Tu sais, parfois, tu as des cadres qui sont un peu petits. Dans la machine à désoperculer, je deviens flemmard. Donc, je ne vais pas utiliser le couteau. Bah, je vais lui mettre ce cadre-là. Et puis voilà. Puis, c'est mieux si elle hiverne sur 6 cadres. Mais ça hiverne très bien sur 4 cadres. Parce que tu mets une partition de chaque côté, ce qui compte, c'est de maintenir la chaleur. La colonie, elle va s'adapter au volume qu'elle a. Après, il faut espérer que l'hiver ne soit pas trop froid pour qu'elle n'ait pas trop de difficultés. Pareil, bon, bah là, spécifiquement pour les ruchettes, enfin les O7, on ne va pas avoir des fonds grillagés complets. On n'a que des fonds grillagés partiellement. Il y a quand même moins d'air qui rentre à l'intérieur. Marc Guillemin, donc c'est l'utilisateur, enfin c'est le premier inventeur de la partition chaude, c'est lui qui les a vraiment beaucoup utilisés. Il a fait des formations un peu partout dans le monde, il a eu des récompenses pour ça. Lui, il met une feuille d'isolant en dessous. C'est un fou, hein, c'est un fou. Il met, je l'ai vu, parce que c'est un gars, il a fait plein de tests toute sa vie là-dessus. Vous savez, c'est un gars qu'il faut rencontrer. Hein. C'est un ancien motard, un mec qui a fait les Jeux Olympiques en basketball. Et il a eu un accident grave et il s'est retrouvé dans un fauteuil roulant. Et ce gars-là, il produisait du miel avec 200 colonies en fauteuil roulant. C'est une machine, je te jure. Il porte les hausses 2 par 2, c'est un fou. Et donc, c'est lui qui a mis en place les partitions chaudes. Et c'est vraiment un gars incroyable. Hein. Il fait des formations encore, je crois, aujourd'hui. Et il s'est amusé à faire des essais pas possibles. Il nous disait une année, dans des mini-plus, il avait hiverné 500 grammes d'abeilles avec 500 grammes de bouffe, des mini-plus surisolés, et puis elles ont hiverné. Mais vraiment, hein. Et puis c'est lui aussi la partition chaude, c'est lui qu'il faudrait que vous rencontriez pour voir ce que c'est qu'une ruche développée. Parce que j'entends, ouais, il y a beaucoup d'abeilles dans ma ruche, il faut que je pose des hausses. Moi, je suis allé voir des ruches que lui, il pose des hausses. Elles ont une partition de chaque côté, 8 cadres de couvain, et puis 3 épaisseurs d'abeilles sur chaque cadre. Et tu viens, tu lui dis, tu vas poser une hausse là ?
Non, non, je vais leur ajouter 2 cadres avant. Et puis quand il vient pour mettre les hausses, par contre, il en met 2 d'un coup. Hein. Et puis, comme il dit, en 10 jours de temps, les 2 hausses, elles sont remplies de miel parce qu'il y avait assez d'abeilles pour la colonie et puis pour la hausse. Aujourd'hui, on a tous des abeilles sélectionnées. Donc, les sémages, c'est quand même moins courant que ça a pu l'être il y a des années. Donc, elles supportent quand même bien. Voilà. Donc, des partitions chaudes, c'est vraiment l'outil qu'on doit avoir. Il faut que vous considériez qu'il vous faut 2 partitions chaudes pour chaque ruche, quoi. Et puis chaque hiver, bah, vous hivernez sur 8 ou 6 cadres. Et comme ça, vous avez toujours des belles colonies. Stéphane, tu voulais poser une question? Ah merde, je suis trop rapide en fait. Plancher, ouais. J'aime bien partiellement aérer pour les ruchettes. Que ce soit... Même les ruchettes 6 cadres, j'en ai pas mal avec des fonds aérés complets. Mais j'aime bien aérer partiellement, c'est quand même pas mal, quoi. Non, je mets pas moi. Pour le comptage varroa, je vais faire ça, mais sinon je le fais pas. Je mets pas de. Ah ouais. Bah les ruches, moi, elles ont pas de trappe de fond et elles hivernent comme ça, sans trappe de fond, parce que moi, je préfère qu'il y ait une certaine circulation d'air. C'est quelque chose que j'aime bien. Bon, c'est souvent on fait de l'anthropomorphisme, hein, on essaie de transposer ce qu'on ferait nous par rapport à l'abeille. L'abeille, elle n'est pas comme nous, donc... Désolé pour le micro. Et donc, non, c'est pas forcément... Je sais plus de quoi je voulais vous parler encore. Le pâté, ouais, il est là-bas. Et de bière au miel. De pâté et de bière au miel. Ouais. Et donc, ouais, voilà, ça va être les travaux de ce mois-ci. Donc, la vérification de vos colonies, casser les cellules. Bon, bah, si vraiment ça va trop loin, vous écrabouillez la reine. La pose des hausses. Bah, avec ou sans grille à reine, ça c'est vous qui choisirez. Moi, je peux pas vous... Je vous dis que moi, je mets des grilles à reine parce que j'aime pas que mes abeilles, elles pondent... Enfin, mes reines, elles pondent dans les hausses. Après, ça peut arriver pour alimenter des haussettes. Au début, c'est vrai, je l'ai fait, j'ai mis des hausses sans grille à reine parce que ça permet d'avoir des cadres de couvain faciles. Et puis pas cher surtout. Le format là, c'est un format pas cher, ça coûte pas un cadre de couvain, quoi. Donc, et puis bien surveiller vos colonies. Les premières divisions, ça va être avant la fin du mois, hein, enfin les premiers essaims. Ouais, sinon je me mords un peu le... Et puis voilà. Donc il n'y a plus d'autres questions? Hop, micro. Excuse-nous, hein, mais c'est pour tous les gens qui nous suivent, c'est important. Ouais, 1 million de vues. Tout à l'heure, là, tu as parlé de la technique où on posait la haussette sur la ruche. Ouais, Le côté restant, en fait, tu l'isoles comment Sur toutes mes ruches, il y a un isolant comme ça. Donc, si je le mets, tu vois, je vais mettre le journal, le petit isolant comme ça. Je remets le toit par-dessus. Alors oui, ça va pendre un peu, mais je m'en fous, ça dure pas longtemps. Hein. Tu fais pas ça pour un mois. Hein. Tu remets dessus, hop, tu remets le toit. Et voilà. Ça déborde un peu, mais on s'en fout. Parce que ça dure jamais longtemps. En fait, je fais la réunion, la semaine d'après, je reviens. Tu vois? J'ouvre, je regarde si la colonie, si la reine, elle a été acceptée. Donc si je trouve pas de cellule royale, rien du tout, bah, c'est que ma reine, elle est acceptée. Je mets un coup de fumée dans la haussette pour faire descendre tout le monde le plus possible, la reine notamment. Et puis je récupère la haussette avec le couvain qu'il y a, et puis je remets une cellule royale dedans. Et souvent même, comme elle est sur 6 cadres, bah, je la casse en 3, je refais 3 haussettes avec une. Okay. Ouais, je suis un dingo, ouais. Hein? Ça paraît si simple. Non mais c'est simple, hein. Je te garantis que c'est hyper simple. De toute façon, j'ai pas le bac, hein. Donc tout ce que je fais, c'est hyper simple. Hein. Et le journal, bah, c'est parce que... C'est ça. C'est parce que si tu mets... la ruche d'en dessous, je te dirais que cette année, je l'ai fait sans journal. Parce que c'est vrai que les abeilles qu'on a, elles sont très cool. Que quand la colonie a l'air orpheline en dessous, bah forcément, elle se sent en danger. Donc, elle se retrouve avec une reine du couvain, tout va bien, quoi. Donc, réunir les deux, je le fais sans journal maintenant. Mais je vous dirais, pour vous, mettez un journal. Vous mettez un journal, vous mettez 2 coups de lève-4 dedans. La réunion, elle va se faire tout doucement. Et puis, vous aurez peu de chances que la reine, elle se fasse tuer, quoi.
Ouais, les grilles de réunion, mais bon, je trouve que c'est un peu casse-tête. Ça. Je l'ai fait. Il y a des grilles ICOM, Nico, c'est Nico Place qui fait ça. Des grilles où en fait c'est une grille fermée. Je crois qu'on doit en avoir. Et puis en fait, tu as juste aux 4 coins le trou pour passer une abeille. Et du coup, elles se réunissent tranquillement parce qu'elles ont peu de place pour passer. Oh, je te dirais que c'est un peu un gadget ou c'est pour les gars qui ont des abeilles noires, quoi. Pour le journal, d'expérience, je sais que si tu mets le monde, ça passe moins bien que si tu mets les... Ouais, nous on est un peu... Ouais. Moi, je mets ce que j'ai. C'est Sonia qui ramène le Parisien de la clinique, donc... Non, mais ouais, il y a peut-être... ça dépend de tes abeilles, hein, si elles sont plutôt... Non, le papier de l'équipe est beaucoup plus fin. Ouais, non, je sais pas. Je lis pas l'équipe, tu sais, le foot, je déteste, alors... Voilà. Excuse-moi. Et, Hop, micro. Oh, les casse-couilles. et donc, du coup, une fois qu'on a mis la ruchette au-dessus pour réunir, la reine, elle va descendre. Ah oui, oui. Bah, elle va descendre plus ou moins rapidement, c'est à toi de voir. Alors, des fois, bon, je vous donne des petits trucs à moi. Si la reine, elle descend pas, bon, bah, tu as du couvain en haut. Je reviens la semaine d'après, comme je vous disais, une semaine plus tard, je viens, j'estime que la réunion, elle est faite, que la reine, elle a déjà commencé à pondre en bas. Si, ça arrive des fois qu'elle n'est pas descendue. Si elle n'est pas descendue, je mets un coup de fumée, je la fais descendre, et puis je mets une grille à reine entre les deux éléments. Et comme ça, elle ne peut pas remonter, je la force à pondre en bas, quoi. Ça m'arrive aussi de faire l'inverse. Si tu as besoin de te faire pondre des cadres comme ça, bah, je vais chercher la reine, je vais mettre une grille à reine, puis je vais mettre la reine en haut. D'accord. Pour la forcer à pondre en haut, pour moi avoir des cadrons. Mais ça, bon, oui. Parce que nous, on a besoin. Et du coup, celle que tu vas garder, donc la ruchette, elle va être orpheline. Non ? Bah, la ruchette, elle sera pas orpheline. Celle-là, tu veux dire, Oui. la O7. Ah oui, Ah oui, pardon. c'est ce que je disais. La O7, elle est orpheline, mais je m'en fous. Je la redivise en 3 morceaux, parce que souvent, tu as 4-5 cadres de couvain. Je la redivise en 3, je remets 3 cellules, et puis c'est reparti. D'accord. Ok. Mais moi, j'ai des cellules toutes les semaines, encore une fois. D'accord. Toi, tu peux le faire en naturel. C'est ce que j'allais dire. Tu laisses les 6 cadres, donc tu la casses en 2, à 3 cadres, ça suffit. Tu mets une partition, et puis tu la déplaces dans un autre rucher. Là, par contre, il faut les déplacer, il n'y a pas trop d'abeilles dedans. D'accord. Et puis tu la laisses faire naturellement. Puis après, tu auras 2 reines. Puis voilà. Ok. C'est toujours... c'est comme on disait l'autre jour. C'est toujours essayer de prévoir ce que vous allez faire et ce que vous allez en faire. C'est bien beau de la remettre là, mais après, qu'est-ce que j'en fais ? Tu ne peux pas la laisser dessus parce que ça fait trop gros et puis rapidement, ça va déborder. Parce que l'objectif, c'est cet essaim-là que tu as formé, c'est pour le miel de tilleul ou pour le miel d'acacia, de la passer en ruche puis de faire du miel avec. C'est pour ça que tu fais des essaims tôt, avec des reines hivernées. On les garde, les 4 de Mini Plus, c'est précieux. Bon, du coup, il n'y a plus personne qui a de questions ? Si. Faut pas hésiter. Hein. Avant Putain, la toi, pause. t'as bien fait de venir, toi. Moi, en fait, quand du coup tu vas avoir divisé ou fait tes 2 essaims, comme tu dis, avec les C'est reines, divisé, du coup. naturellement. Ouais. Après, si tu veux les mettre dans une ruche, du coup, tu auras des cadres de hausse que tu vas mettre dans ta ruche. Non ? Non, en fait, tu utilises toujours le même protocole pour les O7. La O7, tu peux faire des essaims par empilement. Donc, tu vas prendre 2 cadres de couvain dans une ruche, ou 3 cadres de couvain, ou 4 cadres de couvain, autant que tu en voudras. Et puis, tu vas la réunir avec la reine qui est dedans, là. Ok. Tout simplement. Et donc, elle va redescendre. Voilà. Et puis elle va faire, Oui, elle va redescendre. Tu reviens la semaine d'après, souvent elle a pondu en bas. De toute façon, les abeilles, elles attendent que ça, qu'il y ait une nouvelle reine. Donc, c'est toujours la même chose, c'est par empilement. Et puis, ça te permet de toujours avoir cette ruchette-là. Après, il y en a qui font aussi, qui mettent une petite cloison, tu vois, dans le bas, là, pour que le cadre de hausse il soit à la bonne hauteur. Ils mettent le cadre de hausse avec la reine et le couvain, et toutes les abeilles. Et puis ensuite, ils mettent des cadres normaux. à construire. Ça, tu peux faire aussi. Mais bon, tu t'embarques dans des trucs pas permis, quoi. Que là, c'est tellement simple de faire comme ça. Mais si tu débutes, en fait, ce que je comprends pas, c'est si tu débutes, donc j'ai bien compris que tu vas faire descendre ta reine, ainsi de suite. Mais si tu débutes et que tu n'as que des cadres, donc tu vas mettre un cadre de nourriture, je présume en bas, et tu vas aller chercher des cadres de couvain d'ailleurs. Si tu veux amorcer ça, tu veux dire.
ta ruche, tu la débutes, tu pars de 0. Et donc tu as ta ruchette. Enfin, Ta haussette. Ok. Ok. À ce moment-là, comment tu fais? Bah pour la démarrer, c'est comme je disais, tu prends une hausse à miel, tu mets pas de grille à reine, tu mets la hausse sur la ruchette, enfin sur la ruche, la reine elle va monter pour pondre, dès qu'elle a pondu, tu prends 2 cadres de couvain, un cadre de miel, et puis tu le passes dans ta petite haussette. Voilà. C'était l'inverse qui m'intéressait. De passer de la haussette à la ruche. Oui. C'est-à-dire que tu bah là, tu n'as peux... rien dedans. Donc là, tu débutes. Ah bah là, il y en a qui le font aussi. Tu laisses la ruchette très, très forte se développer, donc sur 6 cadres, et puis qu'il y ait vraiment du monde. Et puis tu mets 6 cadres neufs en bas, et puis tu mets par empilement dessus. Et puis là, dans ce cas-là, tu vas laisser les abeilles bâtir en bas. Elles vont forcément bâtir, puisque elles n'ont plus de place en haut, il y a des cires neuves en bas, et puis aussi, elles sont obligées de passer par la porte en bas. Donc ça les force à descendre, et là, bah, tu fais un essaim. Ok. Ça, c'est la façon de transformer. Merci. Si tu mets la haussette en bas, ça marche, mais tu vas faire une rupture de froid très élevée. Parce que tu vois bien, tu mets un grand volume par-dessus, la chaleur montant, bah, il faut vraiment que tu sois déjà tard en saison pour faire ça. Ça marche aussi. Mais si tu veux, en faisant comme ça, elles vont continuer à passer par leur porte en bas, et donc elles n'ont pas l'obligation de monter dans les cadres de corps. Que si tu mets la ruchette par-dessus, bah, elles passent pour aller en bas, et donc ça les incite. C'est comme les ruches varées, tu les agrandis toujours par le bas, jamais par le haut. Bah, c'est un peu le même principe pour ce système-là. Les deux marchent, hein, mais on va dire qu'il y en a un qui est plus rapide que l'autre. Disons qu'il est plus dans l'adaptation de l'abeille. Pour elle, c'est mieux de descendre que de monter. Bon. Ah, encore une question ? Tout à l'heure, pour faire un essaim, tu disais que tu mettais tes cadres dans une ruchette. Est-ce que tu peux utiliser une ruche avec des partitions chaudes à la place ou pas ? Bien sûr, oui. Moi, j'utilise des ruchettes parce que c'est ce que j'ai. Mais si tu n'as que des ruches à la maison, bah, une ruche, ça va très bien. Encore une fois, il faut adapter le volume, c'est tout. Parce que si tu as grand, si tu mets dans une ruche, bah, les 2 pauvres cadres de couvain, ça va faire grand, quoi. Donc, t'hésites pas à mettre une partition de chaque côté, un petit couvre-cadre isolant, le temps que la colonie elle se fasse, puis voilà. C'est toujours adapter le volume à la colonie, et pas l'inverse. Putain, vous êtes trop... T'as pas de questions, toi ? Ouais, j'ai pas dit trop de conneries, ça va ? Non, de toute façon, il y aura Olivier qui m'aurait tapé sinon. Bon, bah c'est bien alors. Impeccable, on va pouvoir boire un coup. Le piégeage. Ah ouais, tu voulais parler du piégeage. Bah on va te laisser faire. Bah moi je suis pas. Vous savez bien, le piégeage, je le fais comme vous, moi en fait. Hein. Par rucher, il y a 3-4 bouteilles avec. Alors moi je mets du sirop de fonte. Quand on fond la cire avec les cadres avec la chaudière, il reste un espèce de jus qui contient les hormones des abeilles. Ça marche du tonnerre. Hein. Donc je mets ça dans les bouteilles. Et puis j'ai pas pris de frelons asiatiques moi encore. Ah ouais, tu les gardes. Hein. Ouais, j'en ai pas un seul. Pourtant, j'ai mis des pièges rouges aussi qui marchent plutôt bien. T'en as 2 ? Ah ouais, putain, c'est ouf. Moi, j'en ai pas. Ouais, il doit avoir peur de moi quand même. Hein ? Ah, voilà. Non, mais nous, on va les piéger un maximum pour que vous vous mettiez aux abeilles. Nous, on préférait que vous arrêtiez les frelons que vous vous mettiez aux abeilles, les copains. Moi non plus, j'en ai pas encore vu. Hein. Ah ouais, ça marche super bien. Bah t'imagines, c'est les hormones des abeilles. Hein. Ouais, c'est vrai. Pour les attirer, je t'avais mis une photo du mon cadre moisi. Ouais, bah tu mets ça. Ça marche d'enfer. Ouais, donc Alex, il nous a ramené vraiment un système là que lui il fait. Attends, je vais aller chercher les trucs que tu m'as ramenés. On va essayer de pas le faire tomber parce que ça doit puer la charogne, ça. Non, c'est tout neuf là. Ça va. Faut mettre des roulettes sur vos chaises, les copains. Donc en fait, l'impression, c'est toi qui as fait le... Avec une imprimante 3D, ouais. Mais du coup, c'est toi qui as fait le... Non, tu le télécharges. Ah ouais, d'accord. Donc voilà,
C'est un cône. Comment? Faudrait que tu mettes sur le groupe le lien. Et non, il en vend pas, mais si tu as une imprimante 3D à la maison. T'en as pas? Bon. Donc vous voyez, ça fait quand même un grand volume. Hein. Donc d'un côté tu mets le cône, c'est ça? Tout simplement vissé avec une petite grille à rênes. Et dedans j'ai mis des bouchons de liège et puis mon mélange. Comme ça les abeilles elles peuvent pas se noyer. Mais bon, dès qu'il y a 2-3 frelons dedans, les abeilles elles viennent plus. Après normalement, tu arrives rapidement là quand c'est la saison, tu remplis c'est noir de frelons asiatiques dedans. En fait ils meurent pas donc ça attire les autres. Et c'est plutôt pas mal. Moi, j'en fais un par ruche et je mets ça au-dessus. Tu peux mettre moins de liquide même au fond. Ouais, mais comme. 2 cm, ça suffit. Ouais, mais en fait, le truc, c'est que ça s'évapore et ça t'évite d'y retourner trop souvent. Donc, ça s'évapore parce que c'est vachement aéré. En fait, la grille à rênes, pour moi, t'as pas grand chose. Parce qu'une fois que t'as des frelons dedans, t'as plus personne qui va dedans. Bah, je me suis dit que j'avais le psychologique d'avoir un truc qui permettait de faire du sélectif, mais voilà, c'est tout. Globalement, non. Après, moi, j'ai remarqué un truc tout con. Hein. Tu prends une bouteille. Tu fais un trou de 6 mm de chaque côté du goulot à 3 cm du haut, tu mets 1 cm de mélange. Avec le micro, ça aurait pu Regarde là-bas, il y a des bouteilles, mon cœur. Tu veux pas? Il y a un sac complet de bouteilles. On va en filer quelques-unes s'ils veulent. On va attendre la bouteille. Tu mets du sirop d'abeille, franchement, vous cassez pas la tête. Du sirop ou mieux, du candy. Le candy, ça les attire 10 fois mieux que tous les machins que vous avez. Donc je disais, vous prenez une bouteille, d'accord? Voilà, une bouteille. Non, la bière, faut la garder quand même. Une bouteille à 3 cm du goulot, un trou de 6 mm. Pourquoi? Pour éviter que les frelons européens rentrent dedans. D'accord? Les frelons asiatiques vont rentrer, mais pas les européens. Au fond, un petit mélange, un tiers bière brune, la moins chère. Pelfort. Un tiers. Ouais, bah, c'est la Pelfort. Bah, c'est la Pelfort que je prends, hein. C'est moins cher. Je n'ai pas trouvé moins cher. Hein? Si, ça rentre. 6 mm, il rentre. Ça rentre, sans problème. Donc tu fais ça, un tiers vin blanc, donc bouteille plastique, hein, et un tiers de grenadine. Par contre, j'ai essayé la Leader Price, ça marche pas. Vraiment les pas chers, ça marche pas. Faut prendre, moi je prends de la Tesser. Du moulin. Ouais, voilà, mais un truc un peu de marque, ça marche mieux. Vous en mettez 2-3 cm au fond, ça va pas s'évaporer parce qu'il y a quasiment pas de trou. Et à partir du moment où il y a 3 frelons à l'intérieur, il n'y a plus personne qui rentre. J'ai jamais eu une abeille, ni rien, et j'ai des bouteilles. Je mettrai une vidéo sur le groupe. J'ai des bouteilles remplies de frelons et qui sont vivants, donc qui attirent les autres frelons, quoi. Et ça marche très très bien. Après, on peut faire des montages comme ça et tout, mais c'est quand même vachement plus long que de faire 2 trous de 6 mm dans une bouteille. La première année, j'avais fait avec les Volvic par 5 litres, vous savez. J'avais juste coupé, décaloté, puis mis à l'envers. Ouais, mais dès qu'il pleut. On est parti en vacances. Non, mais il était à l'abri sous une palette. On part en vacances. Quand on revient, il y avait tellement de... J'avais mis 1 cm de sirop. Hein. Quand on est revenu, il y avait tellement de frelons qui sortaient par le goulot. Il y avait tout ça de frelons asiatiques dedans. Ouais, ça, c'est 2018. C'était ça. C'était 2018. Incroyable. Et c'est là qu'on avait fait les réunions à Méru pour essayer d'aider les gens à piéger. Et depuis, j'ai plus trop de frelons asiatiques, moi. Les gens, ils sont coolos. Depuis cette année-là, 2019, ça va. Il n'y en a pas eu du tout. Bon, je nique quand même 5-6 raquettes de badminton par an quand même. Hein. Ça me défoule, tu sais. Quand j'ai un client qui m'a appelé pour me casser les couilles, je prends une raquette de badminton. Ça m'évite de lui taper dessus quand je le vois. Il faut la décathlon en ce moment parce qu'il y en a. Après, quand tu arrives en saison de frelons, il y en a plus. Moi, je les prends chez Auchan, moi. Ils font des duos à 9 balles les deux. Ça coûte pas cher. Ça... Ouais. Non, mais il n'y a rien d'autre qui m'a... Franchement, à part les pièges. Et puis les pièges, pensez bien qu'il faut les enlever. Hein. Olive, il vous dira, il faut vraiment les enlever. Hein. Ouais, c'est pas con. Ou alors, je suis à la maison, j'ai pas devant les ruches. Et pareil, un truc que j'ai remarqué. Je vais reprendre le micro, ouais, merci, c'est gentil. Il a bien fait de venir, le bras comme ça, par contre, s'il te plaît. Merci. Ouais, donc un truc que j'ai remarqué. Pour bien piéger les frelons, faut pas les poser sur les ruches. Mettez-les sous les ruches ou au pied des ruches, sur les côtés des ruches. Ça marche bien parce que les frelons font souvent le tour. Si vous avez des ruches surélevées sur du bois, par exemple, moi je suis sur parpaing et après bois, bah, ils vont passer en dessous, ils vont se balader. Si vous mettez les bouteilles en dessous, ça remplit, mais voilà. Quand il y a du frelon, ça remplit direct. Et après, le mieux, c'est d'essayer de trouver où est le nid pour le faire détruire, bien sûr.
Ouais, ça, c'est dur. Ça, c'est compliqué. Vous savez que j'ai un copain éleveur en Italie. Ils élèvent entre 20 et 30 000 rennes par an. Ils vendent des essaims et tout. C'est des gros éleveurs. Depuis 2018, il a un employé à plein temps pour vider les pièges à frelons. À plein temps. Et il m'a envoyé des vidéos où il remplit des brouettes de frelons. Non, ça me détend. Bah après, moi, en saison, j'ai les sangliers. C'est vrai que c'est plus facile, mais hors saison. Non, j'ai une 9.3, ça marche bien. C'est pas le même calibre. Bon, les copains, il n'y a plus de questions? Vous n'avez pas fait de petits papiers avant ou quoi? Ah ouais? T'as vu les livres que j'ai C'est bien mon. Micro. Ouais, vous nous excusez, mais pensez aux copains qui peuvent pas venir. On s'en fout. Là, c'est pour les hausses. Quand tu poses tes cadres, que tu n'as pas beaucoup de cadres bâtis, tu mets dans quel ordre dans Alors, faudrait que je te sorte une hausse. Sonia va te donner une hausse, je vais te montrer. En fait, nous, de quoi qu'il se passe, on remplace 2 cadres chaque année. Alors, les cadres qu'on a de trop, qui sont beaux, on les garde pour alimenter de nouvelles hausses. Et en fait, alors moi, j'ai des hausses 8 cadres, plutôt. J'ai plutôt des hausses 8 cadres, parce que ça... Non, mais parce que... Là, c'est une 9, comme par hasard. C'est pas ça. Vous allez rire, hein, mais moi, je suis un maniaque. Moi, j'économise 12% de travail. Parce qu'un cadre, à chaque fois que je désopercule une hausse, ça fait un cadre en moins sur chacune, ça fait plus. Et puis, c'est sûr qu'en ayant des hausses 8 cadres, les cadres, ils sont plus gros, tu fais un peu plus de miel, et puis tu fais plus de cire, comme disait David. Plus de cire, ouais. Donc là, c'est une 9, comme par hasard. Donc pour les 9 cadres, c'est facile, tu vois. Là, c'est un cadre 9. Donc il est en 3e position. En fait, c'est comme dans la ruche. Il y en a un au milieu. Et puis il y en a un de nouveau de l'autre côté, entre deux. Voilà. Voilà, si tu mets les 9 au milieu, tu donnes du froid tout de suite. Et puis, en fait, quand tu mets un cadre bâti, ça les force à monter. Elles commencent à venir. Et puis du coup, le cadre qui n'est pas bâti à côté, elles vont s'intéresser tout de suite. Donc, pas bâti les uns à côté des autres. Non. Voilà, c'est ça. Elles vont te mettre, surtout les 8 cadres, par exemple, il faut mettre le maximum de cadres bâtis dans les 8 cadres, parce que sinon, elles te font des bâtis dans l'autre sens, et c'est un brin pas permis, quoi. Oui, on est déchirés. Et donc la hausse, une fois quand est-ce qu'il faut mettre la 2e aussi? Ça, c'est sympa. Alors, il y en a qui en mettent 2 d'un coup. Moi, ça m'arrive souvent d'en mettre 2 d'un coup, notamment sur le colza, parce que je ne vais pas revenir. Et puis, elles m'en font 3-4, donc je ne vais pas faire trop de chichi. Mais sinon, quand vous avez les 4 de rive qui commencent à se remplir, vous pouvez en mettre une autre. Parce que c'est que les 8 autres ou les 7 autres, ils sont pleins. Il faut quand même penser à en mettre une 2e pour éviter que ça bourre le corps, encore une fois. Puis on est là pour faire du miel aussi. Hein, donc on met une 2e hausse. Et tu mets au-dessus direct. Ah oui. Si tu rupes, en fait, c'est simple. Le miel de colza, il fige. Si jamais tu prends ta hausse, que tu la mets par-dessus celle qui est vide, le miel qui est là-haut, il ne sera plus alimenté par les abeilles, il va figer. Donc, non, on met toujours par le dessus. Ça peut m'arriver sur le châtaignier. Par exemple, sur le châtaignier, oui, je vais mettre les hausses, parfois je la mets en dessous. Parce qu'il y a beaucoup d'abeilles, c'est un miel qui ne fige pas. Et puis, je veux vraiment qu'elles en récoltent beaucoup parce que c'est un miel qui est valorisé. Donc, ça nous arrive de mettre les hausses par-dessous. Mais sinon, c'est toujours par... Ah ouais. Puis, on va dire que quand la hausse du haut, elle est prête, dedans, tu n'as presque plus que des abeilles pour operculer le miel. Tu vois? Et donc, il n'y a plus de va-et-vient pour remplir. Donc, si tu mets la hausse par-dessous, les abeilles qui viennent pour remplir, elles viennent direct dedans. Et puis, les abeilles qui sont là pour déshumidifier puis operculer, elles sont en haut. Et du coup, elles ne gênent pas le passage des autres. Donc, sur la fin de récolte, c'est quand même pas mal de mettre la hausse par le dessous. Ouais. Ouais, mais c'est toujours de ça qu'on parle. C'est toujours du rendement. Tu as des ruches pour faire du miel. Donc faire du miel, ça veut dire trouver les meilleures solutions pour en faire toujours un peu plus, quoi. Bruno, tu peux peut-être aussi parler de la félition. La félition, pas la fellation, la félition. Voilà. Tu connais pas? Non. T'es en fin de mieler, d'accord? Mais tu vois que ta hausse elle est pleine, mais putain, si t'en mets une,
Ça va faire trop. Bah, plutôt que de remettre une hausse neuve sur chaque ruche, tu vas arriver dans ton rucher, tu mets une hausse neuve et tu prends un cadre plein un ou deux cadres pleins d'une ruche, tu lui mets 2 cadres vides, etc., etc. Et sur un rucher de 10 ruches, je sais pas, tu vas poser 2 hausses, mais tu vas mettre 2 cadres à chaque ruche qui vont finir la mielée tranquillement. Plutôt que de ramener 10 hausses qui vont remplir un cadre, bah, tu ramènes une hausse qui va remplir un cadre dans chaque ruche. C'est un truc qui est pas mal aussi, ça. Moi, je savais pas comment ça s'appelait. C'est la félition. D'accord, mais j'en ai rien à foutre. Bon. Voilà. Non, mais moi, par contre, je vais peut-être faire autre chose. C'est que souvent, les 2 cadres externes, en fin de mielée, c'est vrai qu'ils vont pas se remplir. Tu vas en avoir 7-8 qui vont être remplis. Les 2 externes, ils sont pas remplis. Bah, moi, j'hésite pas, je les prends. Et puis, je décale mes cadres, puis je le mets un peu plus au centre pour qu'elles le remplissent un peu mieux. Ça, souvent, ça permet, comme dit Olive, de gagner peut-être des fois une hausse, 2 hausses de miel de plus, quoi. Alors, ça semble rien, mais à ramener sur le nombre de ruchers, des fois, ça fait une belle récolte en supplément. Nous qui ramenons souvent des remorques de hausse, c'est vrai que des fois, une remorque de hausse en moins, c'est bien. Puis tu transportes pas du vide aussi, quoi. Quand tu vas ramener ton miel, il y aura peu de cadres vides, du coup, tu transportes pas de vide, c'est quand même plus intéressant aussi. C'est bien d'avoir invité des copains. Hein. Comme quoi, moi j'aime bien l'expression, on en met plus dans 2 têtes que dans une. Donc, tu vois, la preuve que... Ouais. Et je pense qu'il l'a noté hier soir. Il a dit « Je vais les niquer, vous allez voir. Je vais leur sortir, c'est un moment. Qui connaît ?» Ah, mais parce que lui, il connaît bien la technique brute. Mais, ouais, non, c'est brut, ouais. Brut, ouais. Ouais. Ah bah moi je travaille, j'ai pas le temps. ça commence par E, ça finit par R. Et tu sais pourquoi les gendarmes sont à cheval? Ouais, ça va être... plus dans 2 têtes que dans une. Ah ouais, bah, il y en a plus dans le cheval surtout. Voilà. Merde, il n'y a pas de gendarme ici. Non, c'est bon. Pas de petites questions là, des petits trucs là. Faut penser à tous les petits détails là qui pourraient ensuite. Ouais, j'aime bien, ouais. J'aime bien parce que en fait, c'est quand je lis les messages que j'ai reçus que je me rends compte qu'il y a des gens qui se posent des questions auxquelles moi je pensais pas, quoi. Bah comme tu vois, la O7, nous ça nous paraît tellement simple, mais au final, pour certains, ça peut ne pas l'être, quoi. Alors, ça n'a pas du tout un rapport avec la... Fais gaffe, faut que ça soit de saison. Hein, parce que la chef, elle est là-bas, elle va te jeter des cailloux. Hein. Alors, c'est pas de saison. Alors, non, j'ai droit quand même à un joker. Dis, ouais. C'est ta première fois, t'as le droit. En fait, moi, j'ai eu, à l'automne, ils ont rentré du miel de lierre, mais ils m'ont blindé les ruches. C'est bien. Blindé. Les cadres de corps étaient pleins, il n'y avait plus une... Ouais, mais tu t'en fous. Ouais, mais la reine ne pouvait plus pondre. Bah, elle n'a pas besoin de pondre au mois d'octobre. Et tu sais, en plus... Est-ce que les abeilles d'hiver se sont pas... Est-ce que les abeilles d'hiver se sont pas épuisées à aller rentrer tout ce miel à cette époque-là? Parce que je me suis retrouvé avec j'ai perdu des ruches avec du miel partout dans la ruche, quoi. Ouais, mais c'est pas... En fait, il n'y a pas de cause à effet. Il n'y a pas de cause. C'est pas parce qu'elles étaient remplies de miel que tu as perdu les ruches, tu comprends? On estime qu'il faut mettre les ruches en blocage de ponte, les empêcher de pondre. Parce qu'à cette période-là de l'année, elle n'a pas besoin d'entretenir du couvain. C'est plus utile. Et puis, pour que ton traitement il soit efficace, il ne faut pas qu'elle entretienne de couvain. Moins il y a de couvain dans la ruche, plus ton traitement est efficace. Donc, si en octobre, il y a encore du couvain dans la ruche, tu auras une moindre efficacité du traitement. Donc, et puis, tu as toujours de la place. Toi, tu ne la vois pas, mais ce qu'il faut, c'est 3 ronds gros comme la main, hein, ça suffit. Et puis après, avec ce qu'elles vont manger durant l'hiver, ça suffira. C'est aussi pour ça que nous, on disait que c'est plus intéressant de diviser les colonies à l'automne. Quand tu arrives au mois d'août ou au mois de septembre, tu casses ce type de colonie qui est très grosse en 2, et puis il vaut mieux répartir le miel sur 2 colonies que sur une seule. Et puis en lui mettant un cadre bâti, la reine elle aura de quoi pondre, et puis ça suffira à la colonie. Puis tu auras 2 essaims au lieu d'un seul. C'est vrai que ça peut paraître exponentiel et que tu vas dire mais il fait des essaims tout le temps, c'est pas possible. Mais quand tu vois les pertes qu'on a chaque année, regarde cette année, la moyenne des pertes françaises, ça va être 40%. Ouais, mais français, c'est un petit peu moins. Parce que dans le sud, ils n'ont pas perdu autant que nous. Mais dans la Marne, c'est 80% de colonies pour certains. Comment? Non, Puis le Varrois aussi.
Et puis des abeilles qu'on a beaucoup entretenues avec du sirop, qu'on a nourries. Tu comprends la différence en apiculture, c'est qu'on dit le nourrissement. Le nourrissement, ce n'est pas nourrir, c'est soutenir la nourriture. Quand tu commences à nourrir les abeilles avec du sirop, tu les appauvris. Tu leur empêches d'avoir des matières grasses importantes. Mais c'était trop tard. Tes abeilles d'hiver, elles naissent en août, elles naissent pas en octobre. C'est trop tard. C'est trop tard. On leur a donné à manger au mois de mai, juin. On les a entretenus pour avoir toujours assez d'abeilles en se disant la récolte va arriver, la récolte va arriver. Ah, c'est bientôt le tilleul. Ah, c'est bientôt l'acacia. On n'a fait que ça d'entretenir des colonies populeuses. Du coup, tu multiplies le varroa et t'appauvris tes abeilles avec du sirop qui est pas bon. Il ne faut pas donner de sirop aux abeilles. Il faut les contenter. Si jamais il y a un creux de mielé, que c'est difficile, il faut qu'elles fassent avec les réserves qu'elles ont. Et dites-vous bien que si vous entretenez des colonies avec du sirop, ces colonies-là, vous allez les perdre à un moment. De toute façon. Pour nous, ça vaut rien. Nous, les colonies qui sont mortes durant l'hiver de faim, tant pis pour elles, j'en ai rien à foutre. J'en ai pas besoin de ces colonies-là. C'est qu'elles ne correspondent pas à ce qu'on a besoin. Il faut... Non, je suis désolé. Il y a aussi le temps pourri qu'on a eu, c'est pas que les abeilles non plus. Non, c'est pas que les abeilles, mais enfin... Non, mais on parle pas de l'année dernière, on parle d'en général. Là, je parle en 2021, par exemple. Moi, d'habitude, avec mes ruches, je vais donner 300 kg de sirop sur toutes les ruches en tout. Sur Cette année, la j'ai saison. donné 2 tonnes, quoi. Ouais. Tu vois, en hiver, au niveau du candy, je veux donner 200 kg de candy. Cette année, j'ai donné 700 kg de candy. Tu vois, voilà, c'est une année qui est pas du tout comme les autres. Mais le problème, c'est que est-ce que toutes les années vont commencer à être comme ça? On verra, quoi. Ouais, mais il ne faut pas se mettre du côté pessimiste. Il faut toujours se dire, c'est une année exceptionnelle, c'était la merde. Pour tout le monde, ça a été pareil. Et c'est ce que je disais. Tu dois te faire des essaims. Si tu veux maintenir un rucher dynamique, si tu veux pouvoir choisir aussi parmi tes essaims les meilleurs, il faut faire des essaims, il faut faire des abeilles. Il faut vous dire que si vous voulez maintenir 5-6 ruches de production, il faut hiverner 10 ruches. 10 ruches hivernées, ce n'est pas le bout du monde. Si tu as de la place pour 6, tu as de la place pour 10. Hein. Ouais, mais le problème, c'est que tu t'arrêtes jamais en agriculture. Non, mais ça, c'est pas vrai. Non, mais quand tu es amateur et que tu veux être sur 2-3 ruches, tu t'arrêtes pas. Moi, j'étais amateur. Moi aussi, hein, on l'a tous été. À un moment, il y a un truc qui pète dans ta tête et puis tu te dis oh, j'en ai 30, pourquoi j'en aurais pas 100? Du coup, Bruno, là, tu dis c'est les rennes bleues qu'on va diviser cette année. Ouais, c'est ça qu'on va changer, ouais. Ah, ça fait mal au cul, ouais. Ouais, et les rennes, donc, elles vont être jaunes. C'est celles que tu devras changer à l'automne, quoi. Enfin, au mois. Ouais, c'est dommage parce qu'on avait des belles. Nous, on a. Tu vois, je te disais. Tu vas, ciao. Bruno, est-ce que tu fonctionnes avec des paquets d'abeilles? Oui, beaucoup. Ouais, j'aime bien les paquets d'abeilles. Ouais. Ça, c'est une bonne façon aussi pour vous d'augmenter votre cheptel et puis d'éviter d'entretenir des abeilles quand la mielée, elle est terminée. C'est souvent ça, tu sais, tu vas récolter ton miel, tu avais 3 hausses sur la ruche au printemps et puis tu redescends sur une seule hausse. Y a beaucoup d'abeilles pour la population. Tu n'as pas envie d'enlever des cadres de couvain parce que tu penses à la mielée d'après. Ce qui est sympa, c'est de récolter les abeilles dans une hausse, de tout secouer dans une ruchette. Ça, peut-être, il faudra faire parce que c'est quand même complexe, le paquet d'abeilles. Mais ça se fait bien. Là, par contre, il faut avoir des reines fécondées. Mais dès qu'il y a les premières reines fécondées, vous faites des paquets d'abeilles. Nous, pour toutes les nucléides de fécondation, on fonctionne avec des paquets d'abeilles. Parce que c'est facile à traiter. Vous avez 0 varroa, c'est comme un essaim, en fait. Hein. Et puis l'acceptation de la reine, il est quasiment de 100%. Quand vous avez des abeilles un peu agressives ou quoi, le paquet d'abeilles, c'est vraiment le pied. Hein. Et bon, après, faut quantifier ça. Alors, vous pouvez vous faire une petite hausse avec des cadres grillagés, et puis vous agrafez tous les cadres. Quand vous venez pour la récolte, vous faites avec un chasse-abeilles, vous mettez la hausse vide sous les hausses pleines, vous mettez votre chasse-abeilles. Toutes les abeilles, elles vont migrer dans le corps, et puis il y en a une partie qui va rester dans la hausse vide. Et vous secouez cette hausse vide dans un toit, puis toutes les abeilles, vous les gardez une journée orpheline, et le lendemain, vous les mettez dans une ruchette avec du sirop, une reine en ponte, et puis ça fait un essaim. Ça marche bien. Hein. Pas de questions, toi? T'es trop technique, toi. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. Hein. C'est bien, là? Ah, encore une.
Tu vois, tu voulais pas en poser, puis finalement. Là, c'est sur le pollen. Parce que là, Ouais. j'ai acheté 3 trappes à pollen. Ouais, c'est bien. Qui m'a vendu chez Le Rouge. Le nouveau système avec Nico, là, qui met. Ouais, sous la planche. Ouais, et à partir de. On va pouvoir commencer à mettre quand les trappes à pollen? Bah là, on va dire que tu peux les mettre. Nous, on n'aime pas les mettre maintenant parce qu'il y a le pollen de colza. Et je suis pas très fan. Non, mais bon, c'est des plantes cultivées, quoi. Tu sais pas s'il n'y a pas des résidus de pesticides ou quoi. Donc, je mets pas sur le colza, mais tu peux mettre avant que le colza. Alors, la trappe à pollen, faut bien vous dire, si vous la mettez, vos trappes à pollen, faut pas les laisser tout le temps. 3 jours, voilà. De toute façon, au bout d'un moment, elles vont te rouler. Hein. Elles font des pelotes toutes petites, et puis elles passent une patte par une patte, et puis t'as plus rien dans le machin. Ouais, elles sont malines. Hein. Et du coup, tu poses la trappe à pollen, tu mets pas le peigne au début. Tu sais, tu mets la trappe, tu laisses ouvert. Justement, là, c'est le nouveau système de chez Nico. Il y a déjà les peignes. Ouais, je sais pas si tu as vu. Non, j'ai pas vu. Bah, moi, j'ai des trappes d'entrée, ça marche bien. Tu lèves ta ruche et ça se glisse là. D'accord. Et tu mets le panier en dessous de ton plateau. D'accord. Mais il est tout sale, quoi, le pollen. Je sais pas, il m'a dit que c'était nouveau, mais ça coûte vachement moins cher qu'une trappe à pollen. Dans tout, on a pour 10 €, quoi, le truc. Ouais, mais le problème, c'est que ton pollen, il est vachement sale. Parce que quand tu sais bien, il y a les détritus de la ruche qui vont tomber dans le panier à pollen, alors c'est pas très propre. Bah, tu mets un coup de pied dans le ventre. T'as des trappes à pollen, on peut voir? Ouais. Comment tu les mets Il y en a juste là, Loulou. Des trappes à pollen. Regarde, elles sont juste là. Alors, les premières que j'ai eues, c'est Francky qui me les avait vendues. Je les ai encore, hein, je vais enfiler, je pense. Ouais, je vais en donner. Ouais, c'est Francky qui me les a vendues. Non, j'en ai encore qui marchent. Hein. J'en ai qui ont marché longtemps. Donc, vous voyez, hein, ça se met devant la porte. Bon là, nous on les visse. Hein. On fait des trous puis on les visse. C'est pas raffiné. Hein. Excusez-moi pour ceux qui ne voient pas. Donc il y a un peigne qui est dessus. Alors au début, tu mets la trappe à pollen et puis tu mets pas le peigne, le temps qu'elle s'habitue. Alors si tu as un rucher de 10 ruches, il faut quand même en mettre sur toutes les ruches. Parce que sinon, elles vont pas rentrer devant celle-là, elles vont rentrer devant une autre. Donc il faut éviter de mettre... Alors la trappe que tu as, peut-être pas, parce que comme ça ne change pas la porte, mais celle-là, comme ça change la porte, bon, elles auraient tendance à aller vers les autres, quoi. Et puis tu laisses 3 jours comme ça. Au bout de 3 jours, un matin, tu viens, tu mets le peigne, et puis ton panier. Voilà. Et puis, alors ça a été fait par un charlatan, donc... D'accord, bah ça rentre même pas. Les poignées, c'est les mêmes. Ah non, c'est bon. Comment? Les poignées, c'est les mêmes avec le nouveau système. C'est ces paniers-là que tu coupes. Ouais, bah c'est les paniers Nico. Même le peigne, c'est un peigne Nico. Hein. Ouais. Et donc, et puis là, vous laissez comme ça 3-4 jours. 4 jours, on va dire. Au bout de 4 jours, bah, vous allez récolter du pollen tous les jours. Au bout de 4 jours, il faut la réenlever, quoi. Vous pouvez la laisser aussi dessus, enlever juste le peigne. Et puis, un peu plus tard dans la saison, hop, vous refaites une petite tournée pour en avoir toujours un petit peu pour vous. Puis voilà, ça va, quoi. Ouais, parce qu'il en fait beaucoup, Francky. Sur le peigne, je fais un trou en plein milieu, en fait. Ouais. De façon à ce que les mâles ils puissent passer et s'il y a un essaimage, la reine puisse sortir. Ces trous-là, moi, je les bouche. Ouais, alors là, il y a ces trous-là, mais les abeilles, elles sont malines. Au bout d'un moment, en fait, si vous laissez 3-4 jours, elles vont plus rentrer par ici, ou alors il y en a toujours une partie qui va rentrer par là, mais elles vont faire des toutes petites pelotes pour pouvoir passer avec, et par contre, elles vont tous rentrer par là. Donc, faire attention aussi à un truc, moi, les trappes, je conseille de les mettre la nuit, et la nuit, en fait, quand il fait frais. De façon à ce que le matin, en fait, il n'y ait pas un embouteillage à l'entrée de la trappe à pollen et que ça fasse une trop grosse condensation, en fait. Ou sinon, à étouffer la ruche directement. Ouais. La mettez, après de les enlever, comme Bruno il dit, vous les laissez 4 jours. Moi, en général, je les laisse tout le temps du mielé. Et le peigne, j'alterne, en fait. En fait, j'alterne avec le peigne directement, on va dire 10 jours sans peigne et 10 jours avec le peigne. Et on alterne. ouais, c'est ce que je disais, tu peux soit les laisser, soit les enlever. Bon, pour Francky, il en vend beaucoup, donc il en a besoin de beaucoup. Il faut savoir que ça fait rien du tout à la colonie. Hein. Vous mettez une trappe à pollen, en fait, au lieu d'avoir une certaine quantité d'abeilles qui va récolter le pollen, bah, il y en aura plus.
mais il y aura toujours la même quantité de pollen dans la ruche. Et puis comme disait Olivier tout à l'heure, là on est une période où des fois elles arrivent à bourrer des cadres entiers de pollen, donc ce qui ne servent à rien parce qu'elles ne le mangeront pas, il y en aura trop. Donc vous mettez une petite trappe à pollen, ça vous en fait un peu pour vous, c'est pas mal. Puis pour votre famille, c'est bien, une trappe à pollen, c'est bien. Ouais, j'ai que ça à branler, moi. Je suis con. Non, mais j'ai pas que ça à foutre, moi. Éplucher des machins. Ouais, connard. Sonia elle a dit que les carottes aussi, ça m'en rendait aimable, mais j'en mange pas non plus. Non. Non, mais je ne sais pas le faire. Tu peux le faire. Le pain d'abeille, en fait, c'est le pollen qui a été tassé dans les alvéoles que tu vas récupérer, parce que là, le pollen que tu récupères, c'est juste du pollen qui a été mis sur les pattes. Frais, bah oui. Celui qui a été mis dans les cadres, il y a les enzymes des abeilles. Là, puis la lactofermentation qui a débuté. Voilà, merci Bruno. Et donc, tu fais du pain d'abeille avec ça. Donc, il y a des machines qui existent où tu mets tout ton cadre là-dedans, ça mélange tout, et puis ça récupère le pain d'abeille, la cire d'un côté, et puis le pain d'abeille est beaucoup mieux pour la santé que le pollen lui-même. Si vous voulez savoir comment on fait, vous regardez sur Internet. Merci. Parce que je ne sais pas le faire, je ne le fais pas. Après, moi, j'ai juste une petite astuce en fait pour les paniers. Si vous voulez pas trop avoir à gratter en fait le fond des paniers, mettez une petite feuille d'aluminium en fait au fond. Ça évitera que ça se coince dans les trous directement du pas panier. con, ça. Moi, c'est ce que je fais. Donc, je laisse les côtés aérés vraiment de la trappe. Et au fond, vous mettez vraiment une petite feuille d'aluminium et vous allez voir, en fait, vous n'aurez pas en fin de saison à tapoter ou que le pollen moisisse directement. Il faut savoir que là, c'est un pollen frais. Après, il faut le déshydrater pour le faire sécher. Ou le congeler. Ou le congeler directement. Moi, je sais que je le vends principalement que en séché. En frais, le problème, les clients maintenant, genre d'aujourd'hui, ils ne veulent pas mettre ça dans le congèle, à descendre, monter. Donc, c'est plus en fait du pollen séché. Et à savoir, ça moisit très vite dans les paniers. Ouais. Ah bah, si tu viens pas tous les jours, ou si genre il y a eu 2 jours de pluie, que tu n'es pas venu, le pollen qui est dedans, tu peux le foutre à la poubelle. Hein. Tu le retournes par terre, elles ne le mangeront pas. Tu fais sécher comment? Avec un déshydrateur, ça marche. C'est un déshydrateur. Alors moi, c'est un ouais, qui est fait maison. Si. Bah nous, tu vois, il est là, nous le nôtre. Hein. Nous on en met 10 kilos à chaque fois. Non. Je le fais pas, moi. On l'a fait qu'une fois. Maintenant, on le vend en frais. En plus, je le vends plus cher, alors c'est mieux. Ah bah oui, il paye l'eau. Non, je déconne. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Ah ouais, je fais comme dans les poulets. Bon bah les copains, on boit un coup. T'es pas crédible. Ça m'étonne même que t'es pas arrivé à cette heure-là, toi. Merci à tous.